Ah, bon. Ce sera pas long, là. Ça va? Salut Martine. Je t'entends pas. Steve, es-tu là? Hey, salut Julie, ça va bien? Je pense que Martine, elle a comme un problème. Moi, je suis pas. En tout cas, je l'ai comme 2 fois sur mon écran. Les 2 fois est figé. OK. Martine, est-ce que tu m'entends? Hmm, Je vais essayer de lui écrire et puis je vais revenir. OK. Salut Julie! Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, ça va super bien. C'était tellement trippant cette semaine d'activité-là, on capote. Ah ouais, c'est le fun. Mais moi, j'ai pas vraiment le temps. On est en plein rush de correction. Puis je sais pas c'est quand votre date de remise de notes, vous autres, mais nous autres, c'est bientôt. Hein. Nous autres, c'est le 1er juin, puis on est dans le rush aussi. Ça fait Ah que là, ouais, OK, vous êtes pire que nous. Nous, c'est le 3. c'est le 3, ouais, mais moi, je vais prendre plus d'activants puis de concertos, je pense, dans les prochains jours. Ah, moi, c'est pas une question de manque de concentration, c'est une question de manque de volonté. Là. Moi aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Des fois, je prends plus de café, voir ça va me donner de la volonté. Ça va juste me faire nerveux, puis Ouais. pas plus de volonté. Des fois, je demande à Steve de me donner les pieds dans le cul, mais tu sais, il tape tellement fort que j'ai arrêté de lui demander ça. Il est plus fort que moi, pas mal. Martine Delvaux est réapparue! Oui, j'étais comme 2 fois sur mon écran. Puis en leur figé. Ah, figé encore. C'est qu'on fait. Mais je sais pas, moi, là, je sais pas. Son ordinateur est peut-être trop sécuritaire pour nous parler. Nous autres, ici, au collège, là, ils nous ont monté les techniques de sécurité, man, c'est rendu. Ah, nous aussi, là, si je veux aller sur mes trucs de cégep, sur mon cell, il faut que je rentre des mots de passe puis des codes. Là. Nous autres, on recevait une facture. Imagine-toi donc, on a un conférencier, là, une couple de jours, puis le cégep, tu sais, le robot collégial refusait qu'on le loue. Un peu bête. Quand c'est tellement sécuritaire que tu peux plus travailler, c'est un problème. On a un problème de sécurité. Martine Delvaux a le visage fixe. Oui, je sais. C'est quand même cool parce qu'on pourrait la prendre en photo comme ça. Puis dire, regardez la belle conversation qu'on a eue avec Martine Delvaux. Ouais. Tout le monde penserait qu'elle est en train de parler, mais non. Pas sûr qu'elle serait contente. Tu sais qu'on va faire. Mais je sais pas. Moi, je me fie sur Steve. Tu fais bien. Moi, c'est ça que je fais. Dès que je suis un peu nerveux, je me dis, Steve va régler ça. Je vais aller chercher Oscar. Ouais, je lui ai dit. De toute façon, c'est dans 10 minutes. On a le temps de devenir intelligent dans les 10 prochaines minutes. Au pire, on se dompera dans un autre truchement que Teams. On a-tu quelque chose d'autre qui fonctionne à la place de Mais Teams? Zoom? Tu es capable de faire ça, toi, un meeting Zoom?
Sur connais- Zoom, ouais. Je sais rien faire. Man. Je demande tout le temps à Steve. Puis Steve, c'est un hippie, ça fait qu'il sait pas, il y a des effets qu'il sait pas non Comment plus. tu faisais pendant les cours à distance? Teams. Ouais. Teams. C'était juste Teams. Au Moi, début, là, les c'était. cours à distance, je n'ai plus jamais vécu ça de ma vie. Plus C'est jamais. vrai, Ah, c'est vrai, c'est vrai. ah, T'as ça pas a un été la assistant? mort de mon âme. C'est vrai, c'est vrai. Là, comment tu l'as ranimé? Mon âme elle est encore moribonde, je veux te dire. Là. Elle est en train d'essayer de s'en remettre. Là. Moi, ce qui a tué mon âme, c'est le passage dans notre belle institution d'un petit directeur des études que tu as eu l'occasion de connaître, parce que je pense qu'il a sévi chez vous aussi. Oui! Joël, Le- machin. Joël. Ouais, il a été renvoyé pour grossière incompétence. Ah non, moi, Joël, ça a été une source d'anxiété majeure. Puis j'ai pris toutes sortes d'affaires pour me sauver la vie. Puis, mais là, je suis content. Je vais bien. Mais là, il était directeur aux études, Joël? Oui. C'est ça. L'autre était Nous, il était directeur. à SADP. OK, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est moins pire. C'est animation, développement pédagogique. C'est comme c'est Ouais. lui qui s'occupait des conseillères pédagogiques. Il s'occupait des conseillers pédagogiques. Il cite aussi, mais il utilisait un usage qui était discutable pour nous autres. Tu sais, puis ça a donné une époque dure dont on peine à se remettre. Mais là, la semaine passée, on a eu une réunion, puis ils nous ont dit qu'on achevait là, les plans de cours de 24 pages. Et on est tombé avec des plans de cours giga, méga, man, sérieux, ça n'avait pas de rapport. 24 pages. T'aimerais ça recevoir un plan de cours de 24 pages? Ben là, nous, on s'est fait des gabarits là, au département, des gabarits de plan de cours. Puis, ils n'ont pas 24 pages, là. Ils sont gros. Nous autres, ils ont fait eux-mêmes les gabarits de plan de cours. Puis là, il fallait qu'on rentre nos affaires dans des carrés. Non. Une maladie psychologique. Nous, on les a fait nous-mêmes en département, puis on les a acceptés en département. Fait que, tu sais, il y a surtout des trucs de PDA dedans, de modalité de correction du français, de marre de même. Mais tu sais, t'as pas 56 000 carrés. Oh, est arrivé. Peut-être qu'on va être obligé de mettre Martine Delvaux sur un téléphone cellulaire puis de l'entendre par le truchement des. Salut! Allô? Oui. Jessica, Comment ça va? Ça va, on a des problèmes. Salut! Ah! Ça marche-tu, là? Bonjour! En fait, il se passe rien, puis elle dit que ça fait quelques fois que ça fait. Là, je ne sais pas trop quoi y répondre, quoi lui dire, mais je suis en contact ici avec elle. Fait que si. Je pense qu'elle a bloqué Mme Delvaux. Oui. Ça, c'est ma conférence. Je profite de la confusion pour aller aux toilettes. Je reviens dans 2 minutes. Top chrono. Ce sera pas long. Ok, moi, je peux lui demander. Je ne sais pas par le web. Peut-être essayer par le web. Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu vois. En fait, c'est comme si ça gèle, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est toujours dans les deux cas. On a fait des choses. Ta connexion, c'est pas impossible. Est-ce qu'elle nous entend et est-ce qu'elle est capable de nous parler quand même? Non, non c'est ça. Là, j'ai écrit.
dirait que Martine Delvaux a figé encore. Ce que je vois, c'est qu'elle m'a répondu sur le truc de lien participer à la réunion. C'est beau ton chat. Il y en a 3 dans cette maison, des chats. Ils mangent les plantes. Oh, ben, on est en infériorité numérique, fait qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Bon. Puis autrement, tout va bien? Ça va, là, ça va. Ouais, ça va bien au cégep de Jonquière. Notre administration est fidèle à elle-même. C'est pas la pire administration du monde, fait que on est content. Nous autres, on va changer de patronne bien vite. J'ai hâte de voir ça va être qui notre nouvelle patronne. Nouvelle DG? Ouais, nouvelle DG. Nous aussi, notre DG, là, il renouvelle pas son mandat, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. OK. Ben, écoute... Elle a déjà essayé sur les... Martine Delvaux! Ah! Là, on n'entend pas parce que son micro est fermé. Là, on l'entend parce que son micro est ouvert. C'est bon? Je me mettre sur mon iPad, je comprends pas. Je comprends rien. Vous devez avoir un ordinateur sécuritaire. Nous autres, on a un ordinateur tellement sécuritaire chez nous qu'on ne peut plus ouvrir les courriels de nos amis qui nous écrivent. Tu sais, c'est rendu... Non, mais moi, j'ai jamais de problème avec rien. Je comprends pas. Là, je capotais. Bon. Je vous ai sur mon iPad, fait que ça va être comme ça. C'est cool, ça fait. Bon. On est content de vous voir, Mme Delvaux. Organisé. Là, je me présente, je m'appelle François Privé, je suis professeur de philosophie au Collège d'Alma. On a organisé une semaine à 50 de l'avenir pour recevoir plein de monde super intéressant. Puis là, je passe la parole à mes amis Julie et Jessica. C'est elles qui vont faire l'animation de la conversation à la demande de Steve, mon ami coordonnateur avec moi du département de philo à Alma. On est content, on reçoit du monde de tous les cégeps de la région dans notre semaine d'activité. Ça fait que c'est vraiment un beau trip. Puis on est content de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait que sans plus tarder, je passe la parole à n'importe qui de vous trois qui veut enchaîner. Bon, excusez-moi, j'ai un peu de brou dans le toupette, là, parce que là, je me disais que ça n'allait pas marcher, mais je vais arriver, là. Ah, je vous entends pas. Julie, il va fermer ton micro. Fermez ton micro. Quelqu'un a fermé mon micro, c'est pas moi. Attendez, c'est juste pour être sûr de... Ben là, je ne sais pas c'est qui est administrateur, mais OK. moi, je ne sais rien faire avec ça. Là. Ça fait que le mieux que je peux faire, c'est de noter. Est-ce que il y avait-tu beaucoup de gens qui avaient dit qu'ils allaient participer, sais-tu? Parce que moi, je suis pas dans l'organisation. En fait, l'invitation a été lancée d'une façon très large à tous les enseignantes et enseignants du SAG-LAC en philosophie. Ça représente 27 personnes. Okay. Sauf que je sais que la plupart des gens sont dans un rush de correction. Oui. Fait que il y avait chez nous, il y avait Maxime Frédéric qui se disait intéressé aussi à participer. Mais je le vois pas. Mais tu sais, au pire, il y a juste nous autres, puis tu sais, je veux dire, ça me va, là. C'est un peu. Attends un peu. Hey, coupe le son, François. Coupe le son, ok? Oui, je veux. Coupe le son. Oui, mais j'aime pas m'entendre en double. Ah, vous êtes dans la même salle! Ouais, à Alma, dans des bureaux ben, juste pour terminer, même s'il y a juste nous autres, bref, c'est une belle semaine où... hey, excuse-moi, je suis vraiment pas capable de parler en m'entendant. OK, merci François, merci. Ouais, ben c'est juste pour dire que bon, même si on n'est pas nombreux, c'est vraiment un trip qu'on se paye à nous-mêmes. On s'est rendu compte que finalement, on pouvait avoir beaucoup de conférencières en les faisant venir par vidéoconférence. Avant ça, en le faisant venir des personnes physiquement, ben, ça demande justement hébergement, tout ça. Puis finalement, on a sauté un peu sur l'occasion. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Semaine à 50 de l'avenir. Puis en fait, c'est ça, ben nous, ben, je parle pour nous quand même à Alma, c'est sûr qu'on n'est pas collé nécessairement sur les grands centres. C'est-à-dire que si j'étais directement à Québec ou si j'étais à Montréal, tu sais, je continuerais quand même à avoir un pied dans un milieu philosophique, à discuter avec des chercheurs, tout ça. Ici, tu sais, je veux dire,
bon, ce qui fait, salut Maxime, ce qui fait quand même, ce qui est joyeux et triste à la fois, c'est que nous sommes les grands spécialistes de la philosophie, tu sais, je veux dire, dans le sens que Alma, il n'y a pas d'autre, dans le sens que Alma, tu sais, je veux dire, à part mes collègues, tu sais, il n'y a pas d'autres personnes qui lisent tant des essais de philo, tout ça, fait que je me dis, c'est quand même l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres personnes et qui sont dans le milieu, puis tu sais, être à Québec, être à Montréal, je serais un parmi tant d'autres, et puis j'aime avoir ce feeling-là, justement, de pouvoir échanger avec des gens bon, c'est ça, là, qui sont un peu dans la recherche. J'espère pas trop avoir dit de niaiserie. Julie, je t'ai vu grimacer. C'est bon, je vous laisse la parole, je pense. Ben, OK. Oui, les gens commencent à arriver, fait que tant mieux pour... tout le monde me connaît, à part Martine qui me connaît peut-être de réputation, parce que je travaille avec Anne-Martine Parent sur recherche, je ne sais pas si elle te l'avait dit. C'est ça, moi, je m'appelle Julie, je suis prof au cégep de Jonquière. Il y a des gens qui viennent de se loguer qui sont de Jonquière avec moi, Charles Bolduc, entre autres de Jonquière, Jessica Rivet, qui est là, est à Saint-Fé. Donc, on est 4 cégeps dans la région. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire comme une discussion avec... est-ce que je peux te tutoyer, Martine? Oui. Oui, c'est ça. Ce que je me disais, avec Martine Delvaux. Avant de commencer, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Là. Moi, mon bureau à la maison, comme vous pouvez voir, est actuellement à Chicoutimi. Puis je tiens à dire que Chicoutimi, c'est bâti sur un territoire non cédé. Comme vous le savez, un territoire non cédé Innu, dépendamment de où vous êtes aussi, les bonnes chances que vous soyez sur un territoire non cédé sont fortes. Je pense que c'est important de se le rappeler parce que y a des gens qui ont compris avant nous que la Terre ne nous appartient pas. Malheureusement, on les a pas écoutés, on les a bâillonnés, puis on a détruit leur culture. On est en train de détruire la Terre qui ne nous appartient pas. Et moi, je prends toujours l'habitude de le souligner avant. Ne serait-ce que parce que je pense que c'est une préoccupation qui devrait nous habiter constamment. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je suis vraiment contente quand Steve m'a écrit. Moi, je ne suis pas dans l'organisation de la semaine du tout, mais Steve a écrit à Jessica et à moi pour nous demander si on voulait animer la discussion. Puis même si je n'avais pas le temps, puis j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai dit un oui enthousiaste parce que je suis quand même une fan des travaux de Martine. Pour celles qui la connaissent, mais pas assez à mon goût, c'est Martine qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. C'est une romancière et une essayiste féministe. Elle a publié plusieurs livres, dont Blanc dehors, qui a eu le prix des libraires et le prix du gouverneur général. Nomination. Nomination, c'est vrai, finaliste. Oui. J'avais noté en plus. Cascadeur de l'amour, Rose amère, C'est quand le bonheur, Le monde est à toi, Les filles en série. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande fortement. Elle a fait paraître J'en ai jamais parlé à personne, un livre qui est composé de témoignages recueillis dans le cadre de #moi aussi. Le Boys Club, un de ses livres, a reçu le Grand Prix du livre de Montréal. Je l'ai ici. Vraiment intéressant aussi. Et son plus récent essai, c'est Pompière et pyromane, que vous avez ici. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Oui, Jessica l'a lu. Moi aussi, je l'ai lu très récemment, qui est paru aux éditions Héliotrope. C'est en 2021, je pense, hein, Martine, que c'était... C'est l'automne dernier, oui. L'automne, oui, c'est ça. Fait que, voilà, donc, quand même une figure importante, là, pas juste pour la scène féministe québécoise, mais je pense dans la scène de la pensée de gauche, gauche progressiste québécoise. Donc, voilà. Puis, comment je pensais fonctionner aujourd'hui? Ben, c'est free for all, là. C'est comme j'ai Fait que je me suis dit que, ben, c'est ça, j'ai lu le livre. Je voulais commencer un peu à parler avec certains sujets qui étaient abordés dans Pompière et pyromane. Pompière et pyromane qui parle beaucoup de la crise climatique, là, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et puis, j'espère que vous allez parler plus que moi, puis pouvoir échanger et tout, puis profiter de l'occasion. Donc, est-ce que ça convient? Ça va? Avais-tu quelque chose à rajouter, Martha? Non? Moi, ça va. Allô? Super. Enchantée. Voilà. Fait que, donc,
dans Pompière et Pyromane, là, je vais me lancer tout de suite comme ça. Dans Pompière et Pyromane, en fait, Martine, tu t'adresses beaucoup à ta fille d'abord, qui, d'après ce que j'ai compris, est une activiste en environnement. Elle l'est moins maintenant, mais elle l'a été, oui. Elle a été. Et il y a beaucoup aussi toute une filiation là, de femmes qui sont évoquées. Ça commence avec Greta Thunberg, là, évidemment, là, dès la dédicace pour Ellie et tout. Ah, la citation en exergue, c'est une citation de Greta Thunberg. Mais il y a beaucoup d'autres figures de femmes qui reviennent, notamment les suffragettes, Silvia Federici, Suzanne Sontag, qui sont des féministes. Toute une génération, toute une filiation de femmes qui a été évoquée là, à peu près aux pages 147 sur 148 aussi. Ça revient donc constamment des figures de femmes. Erin Brockovich, qui est très souvent évoquée dans l'essai aussi. Puis, je me demandais, ben, finalement, pour moi, c'est évident, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je me suis dit que j'allais demander à quelqu'un les liens entre le féminisme, l'action féminine, puis l'activisme environnemental. Pourquoi est-ce que dans ce livre-là, parce qu'il y en a des activistes environnementalistes qui s'identifient ou qui sont identifiés comme des hommes, comme des garçons, je pense à David Suzuki, là, comme ça, vite de même. Mais pourquoi avoir, je pense pas me tromper en disant exclusivement, convoquer des femmes comme ça? Quel est le lien, où est-ce qu'on peut faire un lien entre l'activisme climatique, l'activisme pour l'environnement, puis le féminisme? Je lancerais ça comme ça. Oui, c'est une grosse question, puis je me considère pas une spécialiste de l'écoféminisme. Moi, j'ai écrit ce livre-là. Je vais peut-être faire la généalogie du livre, puis ça va situer les trucs, là, mais en 2016, je pense, j'ai écrit Le Monde est à toi, qui était une sorte un essai lettre, sous forme de lettre à ma fille sur le féminisme, mais sur qu'est-ce que c'est en fait être une mère féministe, puis qu'est-ce que c'est être la fille d'une mère féministe. Je répondais un petit peu à cette espèce de cliché qui dit que quand tu es une féministe, surtout un peu comme moi, qui l'enseigne, mais qui est aussi une féministe sur la place publique, que d'avoir une fille, c'est forcément la rendre féministe parce que je vais l'éduquer dans une sorte de secte féministe. Puis fait que je démontais cette affaire-là pour dire, mais au fond, c'est pas ça du tout. Toute son enfance, son adolescence, je sais très récemment qu'on a commencé à parler, vraiment à discuter de féminisme, puis c'est venu d'elle bien plus que de moi. J'ai très peu essayé de lui faire de leçons. C'est ça que j'explique dans Le Monde est à toi, c'est comment j'ai voulu démultiplier les jouets, démultiplier les manières de voir le monde, développer son empathie, essayer de déconstruire tous les stéréotypes, essayer de lui apprendre à ne pas juger, justement, à ne pas poser de regard qui juge sur les gens. Bon, puis j'y vais comme ça de couche en couche. Ce que j'essayais aussi de faire, c'est que j'essayais de défendre les adolescentes en écrivant Le Monde est à toi, parce que ça aussi, c'était une autre des réactions que je recevais, c'était « Oh mon Dieu, quelle horreur, ta fille est adolescente ». Puis moi, je disais, voyons, quelle horreur, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je les adore, les adolescents. Je les trouve fabuleux, fascinants. C'est complètement enlevant que d'être entourée d'elles et eux. Mais en réfléchissant sur l'adolescence, je me rendais compte que l'adolescence au féminin était déconsidérée d'une manière bien différente de l'adolescence au masculin. Et j'avais envie de déplier ça. J'ai fait Le Monde est à toi. Et ça a donné ce livre-là. Et quelques années plus tard, mes éditrices m'ont dit, mais as-tu le goût de faire une suite maintenant qu'Ellie était plus grande? Donc là, elle avait presque 18 ans. Et de fait, oui, j'avais à ce moment-là envie de continuer, pas continuer le même livre, mais rebondir, puis voir qu'est-ce que j'ai à raconter maintenant. Et depuis un certain temps, j'étais aussi hantée par le désir d'écrire un roman apocalyptique, on pourrait dire. J'avais comme le fantasme que sûrement que je le ferai pas, mais de prendre la route de Cormac McCarthy puis d'en faire un livre au féminin, c'est-à-dire de remplacer le couple père-fils par un couple mère-fille. Donc ça, c'est le point de départ de Pompière et Pyromane. C'est que j'avais commencé à écrire ce roman-là très peu, il y a très peu de pages, mais j'essayais de voir où ça pouvait mener. Et puis, j'étais extrêmement désespérée. J'ai comme frappé un mur. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si vous le vivez comme ça, mais il y a un moment où il y a 2-3 ans, quand il y a eu des canicules plus importantes encore que celles qu'on avait eues jusqu'à ce moment-là, j'ai comme senti dans mon corps cette fin du monde. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est ça y est, on y est. Là, il n'y a plus de... C'est pas juste des mots en l'air, c'est que mon corps le sent. Et dans ce désespoir-là, mais j'avais quand même une jeune adulte à côté de moi. Et je me disais, je peux pas rester prisonnière dans mon désespoir. Faut
faut que je trouve comment faire. Fait que Pompière et Pyromane est né de ça et a été très habité par les mots de Franz Scott Fitzgerald que je cite au début, qui dit le signe d'une intelligence suprême, bon, le suprême est pas, je le garde pas, mais le signe d'une grande intelligence, c'est d'être capable de penser deux choses en même temps, de faire deux choses contradictoires en même temps. Et donc, Pompière et Pyromane, c'est le désespoir et l'espoir, mais qui se cognent l'un à l'autre sans arrêt. Donc, pour en venir à l'écoféminisme, ben, j'écrivais toujours en tant que cette mère féministe, là, mère d'une jeune adulte, donc d'une fille qui allait bientôt pouvoir voter. C'était ça, le point charnière, c'est qu'elle allait bientôt pouvoir voter. Elle était engagée dans la lutte climatique. Elle était au bord du burn-out comme plein de ses amis qui étaient engagés dans la lutte climatique. Et c'est à elle que je m'adressais, mais m'adressant à elle, c'est toujours un peu une fausse adresse, c'est-à-dire que à travers elle, je m'adresse à toutes les filles de son âge et à travers toutes les filles de son âge, à tous les jeunes de cet âge-là et à travers eux, à tous les adultes qui sont autour de ces jeunes-là. Donc, c'est vraiment pas une adresse qui est de mère en fille à strictement parler, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et ça m'a permis, moi, de faire mes classes en écoféminisme de manière plus stricte. Mais je commencerai en disant, le féminisme est forcément écoféministe. Pour moi, c'est inséparable. On peut pas être... tout le monde n'est pas d'accord, hein? C'est sûr. Mais aujourd'hui, être féministe, c'est être écoféministe, c'est être intersectionnel, c'est avoir un regard, poser un regard sur le monde qui est systémique. C'est un regard qui permet de cibler, de cerner, d'essayer de mettre en lumière des croisements, donc des croisements d'oppression autant que des croisements de privilèges. C'est ça, être féministe. Pour moi, il n'y a pas de question qui n'est pas une question féministe. Être féministe, c'est juste toujours prendre en considération la place des femmes d'abord, ensuite, comment se décline le genre, quelle est la place des genres, quelle est la place des membres des communautés minorisées, que ce soit LGBTQ+, ou des communautés racialisées, ou les pauvres, ou les personnes vivant avec un handicap, ou, je veux dire, puis là, on déplie comme ça toutes les formes de minorisation et on les prend en considération. C'est ça, être féministe. C'est beaucoup plus que le cliché qu'on lit dans les journaux de droite ou qu'on entend dans la bouche de nos détracteurs. Être féministe, c'est pas haïr les hommes. En fait, c'est bien plus large que ça. C'est une lutte qui est beaucoup plus englobante que ça. Et c'est en ce sens-là que les féministes sont écoféministes et que les féminismes sont des écoféminismes. Et ça a été nommé par Françoise Daubonne, que je mentionne pas dans mon livre du tout, mais dans les années 70, au moment où il y a le début des luttes climatiques, parce que ça date quand même, hein? Ça fait longtemps qu'on sait que la fin du monde s'en vient. Mais dans les années 70, il y a en même temps la révolution sexuelle, il y a en même temps la libération des femmes, il y a en même temps la libération des groupes LGBTQ. Je veux dire, tout se passe en même temps et donc l'écologie se colle à ces causes-là. Et moi, je m'inscris dans cette tradition-là. Après, si on remonte dans le temps, bien évidemment que si on lit Silvia Federici sur les sorcières, au Moyen Âge, au moment où le capitalisme rentre, on peut le prendre en ligne de compte, où le capitalisme commence à se développer comme système économique, et de ça, je suis pas du tout une spécialiste, mais c'est le moment aussi où le patriarcat commence à être vraiment un mode de fonctionnement, c'est qu'on enlève à des femmes, à des humains de manière générale, mais ce sont les femmes qui vont protester, on leur enlève la possibilité, par exemple, de faire pousser des choses, de faire de l'agriculture dans des espaces qu'on considère comme des communs. Donc aujourd'hui, le mot commun est comme ce concept qui est intéressant pour nous aujourd'hui, mais qui est très ancien. Ces lieux qui sont des communs, c'est comme des terrains, des territoires qui appartiennent à personne en particulier et donc que des gens peuvent investir, peuvent aller faire pousser de la nourriture dans ces communs-là. Au moment où le capitalisme arrive en ligne de compte, on se met à séparer, donc à mettre des clôtures, à faire des enclosures, des enclosures, et on rend des personnes propriétaires des terrains et donc il n'y a plus de commun. Et donc, ces êtres vivants, ces êtres humains qui fonctionnaient, s'alimentaient à partir des communs, perdent ce lieu-là. L'usage des communs vient avec aussi des communautés de femmes. Par exemple, les femmes, on oublie ça, mais elles se rejoignaient, elles se retrouvaient dans des tavernes à l'époque. Elles avaient des groupes d'amis. Elles parlaient ensemble, elles discutaient. Il y a une parole qui circulait. Donc, au moment où le capitalisme arrive, le patriarcat s'installe, l'homme devient le représentant de l'État dans la famille et on se met à soumettre les femmes à ce pouvoir-là. Et c'est là qu'on commence à entreprendre une chasse aux sorcières. On se met à chasser les femmes qui osent dire tout haut, nous les communs, on veut les avoir, on veut y avoir accès. Vous ne pouvez pas nous priver de cet espace-là. Donc, elles sont dans une lutte anticapitaliste. C'est elles qu'on va mettre sur le bûcher.
Ce sont des femmes qui, des fois, sont pas mariées, qui, des fois, sont veuves. Ce sont des femmes qui sont libres de parole. Et c'est elles qu'on va vouloir tasser. Donc, elles sont les premières écoféministes, si on veut parler de premières écoféministes. Hein, je veux dire, c'est pas vraiment logique de le dire de même, mais disons, au fin de la discussion, on peut placer un peu des choses comme ça. Donc, je remonte à elles pour cette raison-là. Et s'il y a une féministe aujourd'hui qui nous permet de penser ces entrecroisements, ces intersections entre féminisme, écologie, patriarcat, toutes sortes de manières dont les femmes ont été chassées à travers les temps et continuent à être chassées dans une logique de production et de reproduction, de travail gratuit, travail non reconnu, travail non payé. Bon, c'est Silvia Federici. C'est vraiment la penseur en ce moment qui pour moi, est entièrement lumineuse pour continuer à penser le rôle. C'est penser la place des femmes comme une sorte d'essence stratégique, donc des personnes qui existent en tant que femmes, qui sont élevées en tant que femmes, qui occupent la place de femmes dans notre société, et comment ces femmes, c'est sur le dos de ces femmes-là que le capitalisme s'érige, et donc comment elles payent de leur vie l'érection du capitalisme ou le fonctionnement du capitalisme. Voilà, c'est-tu... Oui, ben en fait, je suis contente que Federici soit mentionnée parce que moi, c'est une philosophe pour qui j'ai une admiration sans borne. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de lire Federici, là, au Cégep de Jonquière, on a ses livres à la bibliothèque. Les autres, ben, vous les commanderez, là, Caliban et la sorcière, le capitalisme patriarcal, puis une guerre mondiale contre les femmes. Selon moi, c'est des musts, surtout pour enseigner Marx, parce qu'elle, en fait, elle reprend la philosophie de Marx, puis ce qu'elle reproche, c'est que finalement, Marx a érigé le prolétaire comme le prolétaire masculin, sans jamais regarder comment est-ce que le capitalisme a, oui, aliéné le corps des hommes, mais aussi aliéné le corps des femmes, et d'une façon totalement différente. Jessica, tu avais levé la main, je pense. Oui, j'ajouterais juste une chose par rapport à ça, juste pour rebondir. C'est ça contre quoi les écoféministes s'érigent aussi, c'est ce qu'on voit dans toutes les luttes de gauche. C'est bon, ben, si on libère les hommes, les femmes vont être libérées. Si on libère le Québécois, les Québécoises vont être libérées, comme on dit dans les années 70. Si on libère l'humain, ben l'humaine. Mais non, en fait, non, parce que celle qui est toujours ignorée, tassée, mise de côté, puis dont la souffrance particulière n'est pas prise en compte, ce sont les femmes. Donc, c'est bien Federici, justement, s'inscrit dans ce non-oubli-là. On ne peut pas amalgamer, on ne peut pas juste englober les femmes dans cette grande cause de l'humanité. Ça gomme la singularité de cette lutte-là qui est tout à fait particulière. Mais ça revient à toutes, là, Jessica, là, j'ai vu ta main, mais ça revient à toutes les considérations sur l'intersectionnalité aussi, c'est-à-dire que la réalité d'une femme ou d'une femme noire ou d'une femme en situation de handicap, par exemple une femme de couleur racisée, va pas vivre les mêmes particularités, les mêmes oppressions que moi qui visiblement là, suis une femme quasiment translucide. Jessica, donc ta question? Oui, ben je sais pas, là, j'étais en train de la formuler dans ma tête, là, je sais pas si ça va sortir, mais je vais commencer par un commentaire, 2 commentaires d'abord. Merci tellement là, pour cette rencontre aujourd'hui parce que j'ai lu votre ouvrage hier, Madame Delvaux, là, je l'ai vraiment dévoré, Pompière et Pyromane. Ça a été... je pense un coup de cœur, là. Tu sais, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai beaucoup apprécié. Puis aussi beaucoup apprécié tous les liens que vous faites avec... Est-ce qu'on se tutoie? Oui, on va tous se tutoyer, là, si OK, c'est bon. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, on vit quand même une belle chance de vous rencontrer, de te rencontrer parce que je voyais tous les liens, je trouvais ça tellement intéressant comment vous ramenez tu ramènes tout ça à la ligne directrice. Puis oui, écoféministe. Puis je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'elle ne le nomme pas? Hein? C'était ma question, mais je pense que tu l'aurais répondu un peu, mais pas en même temps. Oui, je pense que je m'en suis pas rendu compte que je n'avais pas nommé. J'ai l'impression que pour moi, c'était pas... Moi, j'ai écrit ce livre-là comme une écrivaine. C'est ça, c'est l'autre affaire. C'est que je ne l'ai pas écrit ce livre-là comme une spécialiste de l'écologie. Je ne le suis pas. Je ne suis pas une spécialiste de l'écologie. Puis c'était une des questions que je me posais. C'est une question qu'il faut se poser en tant que littéraire, mais juste en tant qu'humain. C'est comment on fait pour faire passer le message. Les livres s'accumulent, là. Je veux dire, les livres, les articles, les rapports. Le GIEC qui publie des rapports, c'est des centaines de pages. Ils lisent des milliers de documents. Et pourtant, tu
sais, on a beau avoir, je regarde, là, je le surveille, la presse, la couverture des changements climatiques. Il y a des jours, c'est que ça. Et c'est extrêmement violent comme nouvelle qui est affichée. Et pourtant, on rentre dans notre char, puis on va faire les courses, puis on continue la vie, puis on consomme. Puis... Fait qu'il y a un truc qui passe pas. Le message ne se rend pas. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas mis écoféministe. C'est peut-être pour ça que, au fond, j'ai pris la ligne du feu. Tu sais, j'ai pris une image. Et il y a un penseur qui s'appelle Amitav Ghosh qui réfléchit, c'est un écrivain, puis qui réfléchit à ça, à comment on fait pour parler de la crise climatique. Quelqu'un comme Timothy Morton aussi, dont j'aime beaucoup l'écriture, qui est un philosophe, d'ailleurs non-binaire, qui réfléchit aussi à mais comment on fait pour écrire là-dessus sans verser dans la science-fiction, puisque ça, on le sait, là, on sait comment, je veux dire, on y goûte et puis on l'écrit, puis on le voit à l'écran, puis il y a des séries, puis bon, on nous saoule complètement de la fin du monde en science-fiction, mais pour autant, ça change pas grand-chose à notre manière de ne pas réagir à la crise climatique. Et j'avais pas envie de faire comme si j'étais une spécialiste. Fait que je suis partie comme ce que je suis, comme une écrivaine, puis d'un point de vue sensible, en me disant, le réchauffement climatique, c'est la chaleur, donc c'est le feu. Moi, j'ai peur des feux, j'ai peur des grands feux, ça me terrifie. En même temps, je trouve ça absolument sidérant, c'est hypnotisant. Il y a une grande beauté dans cette image du feu. On est à chaque fois, quand on a vu le ciel un peu orangé sur Montréal, et c'était la cendre qui arrivait de l'ouest après les grands feux, à cause des grands feux, c'était balayé par le vent. Puis là, tout le monde disait, oh, mon Dieu, mais c'est donc bien beau. C'est beau, mais c'est en train de nous tuer. Fait que c'est ce truc-là qui m'habitait. Donc, j'ai pas eu envie de ressortir encore une fois la machine de la parole scientifique ou la machine de la parole écologiste. C'est comme si je prenais pour acquis, on les connaît, ces messages-là, on le sait. Et je suis pas sûre, moi, que tous les volumes qu'on publie sur les statistiques, les mythes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment faire, je suis pas certaine de leur efficacité. Fait que c'est comme si je m'étais dit, moi, je vais arriver avec une autre proposition. Je vais juste proposer une autre manière d'en parler. Mais je vais pas le faire comme ça. Ouais. J'avais une sous-question, François, si tu permets. Je te laisse la parole après. Ma sous-question, c'est est-ce que dans ce cas, la littérature ou le récit peut être une voie vers un universel ou essayer de... C'est la fibre qui vient nous rejoindre parce que moi, quand je lisais ce que tu écrivais à ta fille, je pensais à la mienne, puis je pensais au moment où je l'ai pris dans mes bras. Cette image-là revient, je pense, 2-3 fois dans le roman, quand on prend le bébé, la responsabilité, la charge. Et là, je vivais ça là, intellectuellement, mais dans mon corps, vraiment. Là, c'est ça, oui. Mais je pense que c'est ça, le pari, c'est comment on fait pour le faire sentir dans le corps, parce que sinon, si c'est dans la tête, clairement, ça ne marche pas. Parce que si c'était dans la tête, on le sait depuis tellement longtemps. Il y a plein de choses qu'on sait sur plein de questions sociales, puis on le sait dans la tête, mais ça change pas grand-chose. Donc, oui, c'est la question du corps. Puis de la même façon, on pourrait, on ne l'a pas fait parce que je pense que les gens comprennent, mais j'ai pas non plus écrit un hommage à la maternité. J'essaie pas de monter, faire une sainte de la figure maternelle, ça me gosse vraiment beaucoup. Je trouve que c'est faire fausse route. Entre vous et moi, l'organisation Mère au front québécoise, la version québécoise, quand je vois les lettres dans les journaux qui disent c'est signé par X, mère de. Mais moi, le mère de tel nom, ça m'énerve. C'est une maternité radicale qu'on veut. Et par maternité radicale, ça veut dire une maternité, une posture qui serait occupable par quelqu'un de non-genré. C'est pas une maternité qui colle à la peau d'une femme biologique qui a porté dans son utérus un futur humain. Tu sais, je veux dire, on parle pas de ça. On parle d'une posture. Et c'est cette posture-là que j'ai voulu essayer de traduire. Fait que je le dis, tu sais, cette expérience-là d'un amour qui est plus fort que tout. L'amour où tu dis, je peux mourir pour quelqu'un, mais cet amour-là, il faudrait qu'on le sente pour tous les humains parce qu'on est dans un état d'extinction de masse. C'est ça qui se passe. Puis en même temps, c'est comment dire, la question que Timothy Morton pose, c'est on est dans un état d'extinction de masse, mais si on le dit puis on le répète sans arrêt, ça a comme l'effet contraire de celui qu'on veut. Donc, comment on fait? Est-ce que pour arriver à faire entendre ou à faire sentir ou à faire réagir par rapport à ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas miser moins sur le drame ou le tragique
que sur l'amour et la beauté. Et ça, c'est la suggestion de Timothy Morton au bout de combien de bouquins, de philosophes. Je veux dire, c'est un prof, mais il en vient à ça. Alors, je me disais, ben oui, en fait, si on y va par le biais de l'amour, peut-être il y a plus de chances que peut-être on finisse par comprendre quelque chose. Oui. Vous avez posé une question un peu plus tôt, notre état d'esprit par rapport au climat. Puis, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je suis exactement au même endroit. Je pense qu'on est face à des événements dont on n'a pas mesuré l'ampleur, dont on n'a vraiment pas mesuré la rapidité. Et quand il a fait 49,5 degrés à Vancouver l'année passée, c'était pas dans le plan de match. Puis pourtant, c'est un dossier que je suis depuis 25 ans. Puis je voyais pas venir je l'ai pas vu venir à cette vitesse-là. Puis moi, j'ai 5 enfants, 5 garçons. Puis tout ce que vous décrivez sur le sentiment d'une responsabilité parentale douloureuse, je le ressens au coton. Ben oui. Ça me fait mal Ouais. Puis, tu sais, il y a un de mes garçons qui a été étudiant dans un de mes cours de philosophie, éthique et politique. Puis dans mon cours de philosophie, dans tous mes cours, je demande aux étudiants de regarder les nouvelles puis de réagir aux nouvelles en écrivant un peu à chaque semaine. Puis dans les exposés oraux qu'il a entendus, ben lui, il en est venu à la conclusion que pour l'instant, il ne pense pas avoir d'enfant. À cause de ce qu'il voit, lui, ça l'amène à penser que c'est mieux de ne pas faire d'enfant. Puis tu sais, moi, ça m'attriste parce que en est 5, moi, c'est tout de même parce que je pense qu'on peut faire de quoi encore. Ouais. Mais en même temps, tu sais, j'y jette pas la pierre parce que c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant. Ouais. Puis, c'est drôle qu'on ait cette conversation-là parce que depuis le début de la semaine qu'on traverse en ce moment, on a eu Alain Deneau, on a eu Marie Fall, on a eu Fred Savard un matin. Puis chacun des intervenants qui est venu à date avec nous autres, c'est exactement au même endroit concernant le climat. Ça va brûler, puis désespéré, en fait. Puis Fred Savard, moi, j'y demandais, s'il vous plaît, peux-tu me dire comment on peut utiliser l'humour pour faire passer ce pilule-là? Puis il me disait, non, moi, je le vois même plus comme quelque chose de possible. Non, c'est ça. Par rapport au changement climatique en particulier, il disait, non, moi, je me vois pas faire un spectacle là-dessus. La situation est trop catastrophique en ce moment même. Puis ça me fait capoter un peu parce que ça fait pas longtemps, voilà pas longtemps, ce sujet-là, moi, je cogne le tambour depuis des années dans mon cégep. Puis, voilà pas longtemps encore, on n'avait pas cette réaction-là, mais là, tout d'un coup, on dirait qu'on est passé de « Ah, il n'y a rien là » à « Ah, tabarnak, ça va tout écraser autour de nous autres. » Puis c'est inévitable. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je le pose un peu en tant que garçon, puis en tant qu'homme, puis en tant que père de 5 garçons. Hein. Parce que moi, je voyais mère au front, puis je me disais, Chris, je voudrais qu'il y ait père au front aussi. Puis, qu'il y ait un écho féminisme traduit en version. Ben oui, absolument. On ne peut pas appeler ça éco-masculinisme parce qu'on pourrait. Non. On veut pas ça masculinisme. Steve me dit depuis des années, arrête de dire que tu es masculiniste. Mais moi, non, il ne faut pas dire ça. En tout cas, il ne faut pas l'être. C'est un sujet tabou. Le mot n'est pas le bon choisi, mais moi, je pense que ce que je pense pour l'instant, c'est que les gars n'ont pas eu encore l'intelligence que les filles ont eue dans la construction d'outils collectifs nommés les enfermements dans lesquels ils sont pognés et qui les rendent fous. Puis on serait dû en crise pour se déprendre d'un paquet de conneries dans lesquelles on est englué depuis des millénaires, puis encore plus depuis que le capitalisme nous a fabriqué un rôle de pourvoyeur solitaire pendant que Bobonne reste à la maison. On a été fabriqué par un système de merde aussi. Là, mais les féministes le disent depuis longtemps. Hein? Moi, je voudrais pouvoir dire à mes garçons, tiens, là, maintenant, là, on a un groupe dans lequel on va se parler entre hommes, tu sais, pour se dire, ça ne marche pas, on voudrait une autre manière d'être nous autres.
Puis face au climat, on a une job collective de gars à faire. Puis, c'est comme si ça ne pouvait pas être dit. Ça me fait drôle, sérieusement, parce que je sais que, par exemple, dire masculiniste, c'est sûr que si je me fais une pancarte, je suis masculiniste. On ne sera pas amis. Je voudrais pouvoir dire quelque chose de genre. C'est des mots féministes. Comment on part un mouvement au moment où le monde nous tire des rouges? Ben, si je peux. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Parce que pour reprendre un peu ce que François vient de dire à propos du. Je pense qu'effectivement, il y a les leaders dans le mouvement écologiste, c'est beaucoup des femmes. Puis, tu sais, juste simple statistique que j'aime beaucoup, 80% des personnes véganes, c'est des femmes. Moi, je suis végane, mon conjoint ne l'est pas. C'est pas parce qu'il n'aime pas le tofu, là, parce qu'il mange la même affaire que moi. Mais, tu sais, c'est comme, je pense qu'il y a tout un côté de la masculinité aussi avec lequel les préoccupations écologistes, les préoccupations du bien-être pour les animaux non humains, mais pour les autres, l'ont moins appris ou moins valorisé ou c'est vu comme étant un soy boy ou des choses comme ça. Fait qu'il y a toute une espèce de, je pense, vision de la masculinité à déconstruire pour que les garçons puissent, je dis pas moi, avoir se sentir légitime peut-être ou se sentir comme appelé. En même temps, c'est pas moi qui va aller les consoler et leur dire toi aussi tu peux défendre la planète. Mais je pense qu'il y a une espèce de masculinité toxique aussi qui amène cette idée-là de gros char, le pétro-masculinisme. J'ai lu un article récemment sur le pétro-masculinisme. Comment est-ce que le fait de polluer était associé à la virilité. Fait que ça vient jouer aussi beaucoup. Fait que finalement, c'est là que je pense que féminisme, la pensée écologiste, la pensée de l'autre, la pensée de la vulnérabilité des autres aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, en tout cas, moi, j'ai été imprégnée de ça beaucoup plus que culturellement un garçon ou quelqu'un qui est désigné comme un garçon. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Toute l'idée que finalement la science-fiction passe par l'amour, je trouvais ça intéressant, puis surtout quand on fait lien avec la science-fiction que tu as mentionné tantôt, Martine, en disant qu'on était assaillis de scénarios de science-fiction de fin du monde. C'est pas faux, là, puis là, je suis vraiment une fanatique de science-fiction, mais la vaste majorité des science-fiction qu'on voit, c'est des dystopies. C'est pour essayer de nous montrer à quel point ça va aller mal, mais c'est des dystopies dans lesquelles le capitalisme est toujours présent. Le meilleur en liste, là, c'est Dune. Bon, j'ai pas encore vu le film, là. J'ai lu les romans que j'avais lus quand j'étais jeune, je me suis rappelé que c'était quand même mauvais. En tout cas, mais tu sais, dans Dune, ça va pas bien, tu sais, il y a une crise écologiste, puis il y a vraiment un système hyper capitaliste aussi. Fait qu'on est dans une dystopie capitaliste. Même chose pour Star Wars, tu sais, le système économique est pas remis en question non plus. Les dystopies, là, même de zombies, il y a encore tout un système genré capitaliste et tout. Puis je pense que présenter une utopie de science-fiction serait peut-être plus enthousiasmant, puis pourrait montrer pas quelque chose qu'on sait déjà, c'est-à-dire, voici ce qui va nous arriver, mais voici ce qui pourrait nous arriver, puis créer une espèce de mouvement, justement, d'espoir par rapport à cette situation-là, puis c'est l'espoir qui nous fait avancer. La seule que je vois, là, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est Star Trek, mais à part ça, j'en vois pas, tu sais. Peut-être que la solution pourrait passer par là, justement, par un dialogue d'amour, de beauté, d'aller vers l'autre. Fait que, je sais pas. Jessica? Je vais laisser Martine répondre avant, mais ça m'inspire ta question, Julie, vraiment beaucoup. Mais là, la question, je ne sais pas si il y avait une question, mais... je ne sais pas s'il y avait une question. Oui, c'est sûr que dans les modèles de science-fiction, moi, ce qui m'intéresse, parce que moi aussi, je ne suis pas une consommatrice de science-fiction, mais de dystopie, de fin du monde, ça, oui, énormément. Entre autres, c'est pour ça que j'ai écrit Paupières et Pyromane, là, ça m'obsède. Mais moi, ce qui retient mon attention, c'est aussi qu'à chaque fois, la plupart du temps, on suit un héros ou on suit une famille hétérosexuelle. Et dans cette famille hétérosexuelle, le père va sauver l'enfant, va sauver la mère, va ramener l'enfant à la mère. C'est toujours le même genre de truc.
Puis bon, c'est des films merdiques, on s'entend, mais il reste qui sont consommés à grande échelle et c'est ça qui forme notre culture populaire. Fait que moi, je juge peu de la qualité de l'objet. Je me dis ça circule énormément. C'est ça notre imaginaire, c'est qu'au fond, ce modèle de masculinité, le héros solaire depuis les Grecs, il perdure aujourd'hui. Et si on le mettait à mal, ben là, qu'est-ce qui nous reste? Qui va nous sauver? C'est un peu ça la question. Et par rapport à la non-place des hommes, des garçons, surtout des pères, là, j'avais interviewé des jeunes quand Élie avait à peu près 18 ans, des jeunes avec qui elle militait pour le futur ou Extinction Rébellion Jeunes. Et la plus jeune, elle avait 13 ans, genre, puis la personne la plus vieille avait peut-être 18, 19 ans. Une majorité de filles, il y avait un seul garçon. Et tous et toutes disaient les mères étaient de leur côté, les pères étaient en désaccord. Mais les pères ne participaient pas aux manifs, ne se présentaient jamais aux manifs, et les décourageaient de faire la grève le vendredi, puisque c'était ça leur mode de pression. Et les pères étaient ceux qui portaient aussi le discours de l'avenir, de qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir si tu manques toujours le vendredi, le même cours, qu'est-ce qui va t'arriver? Et puis les jeunes qui disaient, ben quel avenir? Tu parles de quoi? Et donc ce conflit permanent entre le père et les enfants. Alors que les mères étaient plutôt de leur côté, que ce soit de manière frontale ou en catimini, elles aidaient, elles les supportaient, si on veut, elles donnaient leur appui aux luttes. Donc il y a là un problème. C'est sûr qu'il y a une masculinité toxique qui est associée à tout ce qui est autant le barbecue, le charbon de bois que le gros char, le truck, on l'a vu à Ottawa. Mais c'est aussi une homophobie qui est internalisée, qui est un petit peu sous couvert, puis qu'on dénonce plus trop, mais qui est là. C'est quel genre d'homme je suis, surtout pas cet homme-là. Ça change dans la génération. Je pense que les jeunes adultes d'aujourd'hui et les plus jeunes, ce qui fait hurler les chroniqueurs de droite et d'autres, là, mais il y a une compréhension du genre qui est beaucoup plus nuancée. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train d'imaginer un monde où on ne sait plus qui est qui. Je veux dire, puis dans les faits, moi, j'aimerais ça qu'on ait un monde où on ne sait plus qui est qui. Là. Je trouve que ça nous libérait de bien des affaires. Mais ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus fluides et libres et sans jugement par rapport à l'identité de genre que nous, on ne l'a jamais été. Dire, la génération X, on était déjà un peu là-dedans, mais ça n'a rien à voir avec ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, j'ai des fois l'impression qu'on assiste à un deuxième mai 68, mais encore mieux, là. Je veux dire, là, on est en train de casser ce binarisme qui soutient toute l'organisation. Si on enlève le binarisme homme-femme, tout s'écroule. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont pas en train de dénaturer quoi que ce soit, puis ils sont pas tous en train de subir des chirurgies de changement de genre. Tu sais, pour arrêter de dramatiser des trucs, c'est pas vrai. Ça, c'est du fantasme, là. Je veux dire, les statistiques le montrent. Mais la non-binarité, par exemple, la possibilité de se présenter socialement sans que sur la peau soit collée une étiquette claire, ça, c'est super intéressant. Leur démultiplication des rapports amoureux, l'ouverture du couple, la non-conjugalité et donc aussi le refus de faire des enfants ou le désir d'en faire, mais peut-être pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons, pas dans le même système. C'est tout ça qui est en train d'être revu. Puis pour moi, c'est majeur. C'est pas cosmétique, puis c'est pas innocent, puis c'est pas banal, puis c'est pas une affaire de jeunes. C'est ça qui va permettre peut-être à cette humanité de survivre. Parce que défaisant le binarisme de genre, défaisant l'hétérosexualité, défaisant la conjugalité, ben peut-être qu'on défait l'idée de foyer. Et donc, d'avoir une maison, et avec la maison, le char, et dans la maison, les objets, et toujours plus d'objets, et toujours le dernier objet à la mode. Tu sais, c'est ça le problème, là. La consommation, le capitalisme, c'est lié aussi au mode de vie qui est le nôtre. Je veux dire, c'est pas normal qu'on soit si peu dans des si grands espaces, par exemple. C'est pas normal par rapport à ce qu'on fait subir à la planète, ça va pas. Fait que j'ai l'impression, en tout cas j'ai espoir, que c'est ça qui est en train d'être changé, mais à la base, parce que pour revoir dans quel lieu on vit, comment on vit ensemble, ben, il faut réimaginer quel genre de rapport on a les uns avec les autres, quel genre d'aide on se donne, qui couche avec qui, comment. Tu sais, c'est pas banal, c'est que tout est là. En fait, c'est ça qui tient le système. Fait quand Federici réfléchit à l'économie de la reproduction, c'est à ça qu'elle pense. C'est-à-dire, si l'économie de la reproduction est liée à l'économie au capitalisme, ça va ensemble. Fait quand les enfants disent « je veux pas d'enfants »,
ben, ils sont en train d'attaquer le capitalisme. De la même façon que s'ils disent « je veux malgré tout des enfants », ils sont aussi en train d'attaquer parce qu'ils sont en train d'être agents de leur propre reproduction et non pas de devenir les esclaves, parce que c'est une forme d'esclavagisme que de forcer les femmes à faire des enfants, là. Je veux dire, on s'entend. Ils refusent cette place-là. Ils disent « je décide ». Donc, je décide comment, dans quelles circonstances, à quel moment dans ma vie, s'il y en aura ou il n'y en aura pas. Ouais, Jessica, je pense que tu avais une question avant. Moi, je voulais juste proposer un film, La Belle Verte de Colin Serrault. C'est oui. une science-fiction qui correspond un peu au rêve qu'on est en train de faire éveiller, là, parce que la remise en question du capitalisme est là. Colin Serrault travaille super bien. Puis la remise en question des oppressions, du patriarcat, de notre mauvais rapport avec la nature, c'est très, très riche comme film de science-fiction, hein, parce que c'est quand même des extraterrestres qui arrivent. Puis, non, c'est pas des extraterrestres, c'est des gens du futur. Non, c'est des extraterrestres qui arrivent et qui discutent avec les gens de la Terre. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis pour ce qui concerne le choix entre parler de l'enfer qui s'en vient ou parler du paradis qu'on pourrait construire, moi, j'ai l'impression que pour le peu que je connais, là, pour avoir gossé toutes sortes d'affaires dans les dernières années, l'attrait de l'enfer est de moins en moins là. Hein. Tu essaies de parler au monde de comment ça va aller mal, puis ils changent de poste. Tandis que leur parler de comment on pourrait faire une forêt nourricière proche de notre école, puis comment on pourrait de cette manière-là lutter contre l'insécurité alimentaire qui s'en vient, ben, sont plus preneurs pour un projet avec plein de fleurs que pour un bunker au cas où tout s'écrase. Mm-hmm. Fait que je confirme ce bout-là. Jessica? Merci. François, tu veux juste répéter ta suggestion? J'ai mal entendu. Ou bien l'écrire dans le chat, s'il te plaît, je vais le prendre en note. Puis aussi, Federici, j'essaie de l'écrire, de le chercher, mais là, j'avoue que je ne sais pas comment l'écrire. C'est facile. Federici. C-I. Federici. Oui. J'apporterai mes livres de Federici mardi à la journée pédagogique. Yeah, merci, super. En fait, oui? C'était La Belle Verte de Colin Ah oui, Serrault. La Belle Verte. Oui, c'est vrai. OK. Oui, je le connais. OK, c'est bon. Puis, mais en fait, ce que je voulais dire, ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire, François. Tu sais, tellement, j'ai l'impression que ça fait, en tout cas, depuis à peu près 2018, là, que je t'avais demandé conseil pour justement intégrer un peu plus de contenu vert là, en éthique et politique. Puis, drette ça, là, déjà juste là, parler de récits positifs. J'ai l'impression que c'est plus constructeur. En tout cas, ça, c'est mon senti. Puis d'après l'expérience, ça marche plus pour faire des actions, tu sais, c'est plus engageant. Puis l'autre affaire que je voulais dire aussi, les collapsologues, il me semble qu'ils sont un petit peu là-dedans. Ça se peut-tu, vous me corrigerez, là, mais ils sont, malgré le terme qui fait un peu peur, ils imaginent la fin du monde, mais de manière positive. Là, c'est pas nécessairement une catastrophe, mais là, vous me corrigerez là, parce que c'est loin. Là, mais en tout cas, de mémoire, là, ce qu'ils proposent, c'est des possibilités aussi qui sont positives dans justement des lieux communs. Ils voient un peu certaines prévisions, puis des fois, ça c'est pas si pire quand on regarde ça. Là, oui, c'est désastreux pour certaines choses, mais ça l'oblige d'autres types d'actions plus coopératives, en tout cas. Je vous lance là-dessus si vous pouvez me corriger ou m'aider dans ma réflexion. Merci. C'est ça, puis ça fait un peu de pouce avec ce que Jessica disait, là, c'est quand on parle de réimaginer les rapports qu'on a avec les autres, c'est comme, j'ai l'impression que plus ça va, plus on est... On l'a toujours été, mais je le remarque plus maintenant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est encore plus présent ou c'est moi qui le remarque plus, mais on est vraiment dans une idéologie individualisante puis individualiste. La santé
La santé est vue comme étant ma responsabilité individuelle. Puis c'est pas pour rien que on se retire du système de santé publique pour en faire un système de santé privée. Ce n'est plus pris en charge par le collectif. Même chose pour le bonheur. On oublie à quel point le bonheur, j'ai besoin d'une société qui est là pour m'appuyer, pour m'aider, pour que je puisse atteindre un idéal de bonheur. Et on présente finalement le mythe du self-made man, qui s'est bâti lui-même, mais on vient nier tout ce qui a été apporté à ce self-made man-là. Je pense que le mot man est important là-dedans aussi. Puis toute la question dont le bonheur est genré, puis le bonheur est performé par les gens aussi. On présente un idéal de bonheur qui va être différent pour les garçons que pour les filles. T'sais. Puis c'est toujours finalement, ben, tu le construis toi-même. Donc on est vraiment mis chacun en silo. Même chose à l'école, nos étudiants, puis avec le COVID, ça a explosé beaucoup. Fait qu'on oublie, ou on vient, en fait, non, je pense pas qu'on l'oublie, je pense qu'on vient nier le fait qu'on est tous des intersujets, finalement. Puis, si on réussit à déconstruire cette espèce d'idéal d'indépendance-là, est-ce qu'on peut pas venir aussi se rappeler qu'en tant qu'intersujet, ben, on est aussi interreliés les uns aux autres, mais aussi à notre environnement, aux générations futures, etc. Puis venir ainsi, comme progresser dans notre réflexion sur la crise climatique. Parce que sinon, ben moi je me vois comme un sujet, c'est pas de ma faute, c'est pas ma responsabilité, alors que je sais pas. Fait que réimaginer les rapports qu'on a avec les autres passe, selon moi, peut-être que je me trompe, avec une critique de l'idéologie capitalisme et de l'idéologie patriarcale, l'idéologie individualiste aussi. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mm-hmm. Oui, puis d'un point de vue féministe, ça veut dire aussi se détacher de ce qu'on appelle le féminisme blanc libéral. Là. Oui. Parce que le self-made man, ben, il y a aussi la self-made woman. Ça existe, ça, c'est le féminisme libéral a mis ça quand même pas mal en avant, le féminisme blanc en tout cas. Toutes les, tu sais, vas-y ma grande, t'es capable, puis t'as rien qu'à ce que Sheryl Sandberg, qui était l'ex-VP de Facebook, disait, il faut se, tu sais, lean in, donc il faut comme se présenter au rendez-vous, t'es à une table de conseil d'administration où t'es en réunion, ben au lieu de te retirer d'emblée, parce que tu te dis, ben un jour, je vais vouloir peut-être avoir un enfant, donc je pourrais pas, puis ou bien je mérite pas cette place-là, puis j'ai pas les compétences, puis bon, présente-toi au rendez-vous, puis tu vas y arriver. C'est là où elle avait raison, c'est qu'il faut que les personnes qui ne sont pas des hommes blancs de classe moyenne, avec une certaine éducation, venant d'un certain milieu, contrairement à eux, il faut qu'on arrête de douter autant qu'on doute. C'est clair que devant la même annonce, une annonce pour un poste, ben il y a plein d'hommes qui vont envoyer leur CV, peu importe qui colle à la description, alors que des femmes vont dire, ben non, c'est pas moi, donc je me présente pas, j'envoie pas mon CV, je postule pas. Donc l'espèce d'a priori d'incompétence au féminin, alors que c'est un a priori de compétence au masculin, ça faut le défaire. C'est ça, faut aider nos étudiantes, nos étudiants à défaire cette affaire-là. Mais il ne faut pas pour autant accepter la loi, la règle du féminisme libéral blanc qui dit que ben, pour être quelqu'un qui a du succès, pour exister socialement, il faut correspondre à ce modèle-là et donc avaler complètement la soupe capitaliste. J'ai l'impression aussi qu'il faut... en ce moment, il y a comme un texte qui circule, qui est un texte qui date quand même de quelques années, mais qui s'appelle « The Queer Art of Failure » de Jack Halberstam. Et cette notion de l'échec, il y a comme quelque chose dans penser l'échec, un peu virer les affaires de bord, puis au lieu de penser sans arrêt au succès, de l'inverser. Le capitalisme est une machine à succès, mais si on veut contrer cette machine à succès, il faut accepter l'échec. Puis il y a une pensée de l'échec, il y a une pensée militante, il y a une manière de politiser l'échec. Et des fois, je me dis, ben c'est ça. Tu sais, je lisais un livre l'autre jour d'une autrice d'origine, en fait, ses parents étaient philippiniens, bon, elle a grandi aux États-Unis, puis elle parlait d'une maternité radicale et sa manière d'élever ses enfants, d'éduquer ses enfants, ben c'était dans un rejet de toute cette pression au succès, cette injonction au succès. Donc, entre autres, envoyer les petits dans la meilleure école, c'est même la meilleure garderie, donc les meilleures écoles primaires, parce que c'est un gage de leur avenir. Puis dire, ben non, en fait, moi, je veux que mes enfants grandissent entourés d'une diversité de personnes. Et je veux surtout qu'ils aient une dizaine d'adultes significatifs dans leur vie et que ce soit ces adultes-là qui
soit un gage de succès. C'est donc un gage de succès humain. Donc, elle démontre ou elle refuse de mordre à l'hameçon de la machine capitaliste d'emblée, dès qu'ils sont tout petits. Elle les amène ailleurs. Elle leur indique un autre chemin à suivre. Donc, c'est ça, l'espèce de politique de l'échec, pour moi, elle est là. C'est qu'il y a une radicalité aussi à prendre pour soi l'échec, à faire l'expérience de l'échec plutôt que d'être dans la logique du succès. Oui, tout à fait. Puis je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, il y a une espèce de verdisation ou d'écologisation du capitalisme avec le développement durable. Ouais. Et puis, l'alternative que moi, je trouve beaucoup plus enthousiasmante, c'est la décroissance. Ben oui. Puis, Jonathan Durand-Folco était venu parler de décroissance au Cégep, puis il disait, tu sais, le mot décroissance fait peur parce que ça sonne échec dans un monde capitaliste. Mais justement, tu sais, essayer de revaloriser cet échec-là, ce ralentissement dans la production, dans la consommation, puis aussi dans notre possession, puis même dans notre confort matériel, là, parce que la décroissance, c'est ça, c'est des plus petites maisons, c'est pas manger de clémentine à Noël, bon, c'est plus que pas de clémentine, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est des sacrifices, la décroissance, mais c'est une notion dans un monde capitaliste qui est vu comme de l'échec. Enfin bref. Je pense, Jessica, tu voulais dire quelque chose, puis j'ai François qui lève sa main virtuelle et sa vraie main, là, fait qu'il a l'air vraiment pressé. Là. Ah, c'est peut-être ma main qui n'était pas baissée. Je vais la baisser. Je suis désolée. Puis Charles, puis Maxime, puis Steve aussi, là, on vous a pas entendu. C'est mes trucs de prof, là, je cible le monde. Oui, François? Oui, bien, ça intéressant. On est entre profs. On est tous dans un rush de correction en ce moment. Fait qu'on a des listes de personnes à côté desquelles on va mettre un chiffre bientôt. Ça va permettre à chacune de ces personnes-là de savoir si elle est en haut de la moyenne ou en bas. Ces personnes-là subissent ça depuis 15 ans dans le. Moi, à chaque fois que je le fais, je me dis qu'est-ce que je suis en train de crisser là. Parce que ce dont on parle, quand on parle de l'injonction au succès, j'ai l'impression qu'on en est un peu maladroit, malgré nous, un peu une incarnation. Puis quand je réfléchissais tantôt au lien qu'on fait entre l'écrasement des écosystèmes par le capitalisme, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Puis moi, une chose que je vois, puis on en a parlé avec tous les conférenciers qui sont venus à date, c'est le retour vers une forme d'investissement de soi en politique à l'échelle très, très, très locale qui permet de parler des changements climatiques et de lutter contre les changements climatiques, mais pas en essayant d'avoir une loi contre le plomb dans le gaz à l'échelle globale, mais plutôt en prenant notre communauté et en créant tout ce qu'il faut pour que chez nous, tout le monde soit capable de manger de bon. Puis, je vois des organismes qu'on a créés ici, là, comme les butineurs, par exemple. C'est un petit organisme qui fait du glanage puis qui organise le glanage. Ça fait que quand quelqu'un a un arbre fruitier qu'il ne récolte pas, ben, il l'annonce, puis là, on vient toute la gang, on vide l'arbre fruitier, puis on donne ça à des organismes communautaires, puis on s'en garde. Puis dans ces organisations-là, il n'y a pas de genre. On a des gars et des filles, puis tout le reste à part des gars et des filles aussi. Puis on récolte ensemble, puis il y a comme une espèce de, au-delà des genres, dans la direction d'une économie de la gratuité. Puis j'ai l'impression que si on veut lutter contre le capitalisme, c'est fantastique si on est capable d'avoir, pendant que le capitalisme est en train de s'effoirer de lui-même, si on est capable d'avoir à côté une espèce de filet social. Puis quand on parle de décroissance, moi, le sentiment que j'ai, c'est que, en fait, la décroissance capitaliste, si on veut y survivre, ben, le meilleur moyen, c'est d'avoir une croissance du lien humain, tout genre confondu. Ça, je pense que peut-être une piste là, qui permet de construire une sorte de phalanstère, d'utopie, d'espoir, dire aux jeunes pour qu'ils aient envie de se tirer moins de balles, puis qui voient le futur comme quelque chose qu'on peut faire. Parce que, 2 milliards d'arbres par Justin Trudeau, je ne pense pas que ça va se faire, mais 20 arbres fruitiers à jour, je pense que Jessica, on t'entend pas. Je pense que Steve, tu voulais rajouter quelque chose. Je t'ai vu. Oui, ben, juste pour dire à François, en fait, je ne sais pas comment tu conçois le féminisme, mais moi, comment je le conçois, c'est que le féminisme est humaniste.
Puis en fait, un autre détail aussi, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est de voir justement l'intersectionnalité des luttes. OK, bon, avec Marie-Paul, on a discuté un peu aussi des luttes raciales. Puis en fait, c'est la même conversation qu'on continue aujourd'hui. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que on constate toute la source des oppressions, finalement, qui revient avec le capitalisme, finalement. Et en fait, c'est un peu le débat un peu de l'œuf ou la poule, parce que je vois un moyen d'attaquer le capitalisme, c'est justement la remise en question justement des relations de pouvoir homme-femme, mais aussi en même temps l'origine de ces disparités du pouvoir-là, c'est aussi le capitalisme. Fait que, en fait, je pense ça un peu comme ça, excusez mon discours bon, c'est ça, l'œuf ou la poule, lequel attaquer en premier, le capitalisme ou finalement les rapports homme-femme. Je vous laisse la parole. Ben, je ne sais pas s'il y a de premier puis de deuxième. Je pense que on fait tout en même temps. C'est comme, j'ai souvent dit à mes étudiantes, il faut faire comme deux, ben, c'est un peu comme ce que je disais de Scott Fitzgerald tantôt, il faut faire deux choses contradictoires en même temps. Moi, je donnais des cours de littérature des femmes. Bon, dans l'intitulé même littérature des femmes, on est dans un binarisme. Mais moi, ce binarisme-là, je le refuse. Là. Moi, je suis féministe, mais en même temps, tu me dis, mais tu dois être fière d'être une femme. J'en ai rien à calisser d'être une femme. Ça veut rien dire pour moi être une femme. Tout ce que je sais, c'est que c'est une place dans laquelle on m'a mise. Et c'est une place dans laquelle je me retrouve. Et socialement, celle sur la peau de qui on met l'identité femme. Et là, on ajoute à ça femme trans, personne non-binaire, parce qu'on ne correspond pas au moule, on est plus à même d'être violenté. Fait que je vais défendre cette catégorie-là. Je vais la défendre au sens où je vais vouloir me battre pour qu'on arrête de nous tuer. Mais ça ne veut pas dire que j'y crois. Donc, en même temps, j'essaye de défaire le binarisme. Puis mon horizon, mon avenir utopique à moi, c'est un monde où il n'y en aurait plus de ça. On s'en foutrait complètement. Peu importe le corps qu'on a, comment on s'en sert, comment on l'habille, comment on le modifie, ça n'aurait pas d'incidence. Puis on fera des bébés comme on fera des bébés. Je veux dire, avec 1001 façons, moi, qu'un homme trans porte un ventre enceinte, ben oui, et pourquoi pas? Je veux dire, le corps peut le faire, donc le corps le fait, c'est tout. Mais c'est le corps, c'est pas l'identité. Fait que c'est faire deux choses contradictoires en même temps. Vous me suivez? Mais je pense que c'est un peu ça. Il faut se battre pour faire tomber le binarisme, puis il faut lutter contre le capitalisme. Je veux dire, je vois pas comment on peut en mettre un avant l'autre. Je vois pas. Puis le danger, ce serait que de reconduire ce qu'on disait tantôt, c'est que si on lutte contre le capitalisme, ben là, on va libérer tout le monde. Ben en fait, non, parce qu'il y aura toujours cette sous-catégorie d'humains, quelle qu'elle soit, qui va être déconsidérée dans cette lutte, soi-disant, pour tout le monde. Et c'est un peu ce que Butler, avec Foucault, elle appelle la contradiction de la norme aussi. C'est que non seulement on va se battre contre cette norme-là, mais en même temps, on en a besoin, du moins pour l'instant, parce que la société est construite là-dessus. Puis j'ai besoin qu'elle existe si je veux la déconstruire. J'ai besoin de l'utiliser. J'ai besoin d'utiliser le vocabulaire qui est mis à ma contribution. Bon, Butler parle beaucoup de réappropriation subversive du langage. Là. Moi, ça, je pense que c'est un des outils, du moins dans la lutte féministe, puis je ne sais pas comment ça pourrait s'articuler, mais dans la lutte écologiste aussi, la subversion langagière là, que les étudiants font beaucoup, là, parce que je ne sais pas pour vous, là, mais moi, dans mes classes, là, les LE, les CLE, des travaux que je reçois écrits en français épicène, j'en ai pas énormément, mais chaque session un peu plus. Fait que, c'est ça. Jessica, tu avais levé le rabais? Hey, mais en tout cas, c'est parce que quand je l'ai élevé, je voulais parler des concepts de développement durable puis des croissances, mais là, avec ce que vous venez de dire, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, je trouve ça le fun de nommer la contradiction, tu sais, l'espèce de paradoxe, tu sais, comme, c'est vrai que c'est un paradoxe, tu sais, à quelque part, là, tu sais, parce que c'est ça, moi, la diversité puis la différence, c'est comme mon champ de réflexion depuis un bout, puis je trouve ça important de la valoriser, mais d'un autre côté, ce que je comprends, c'est aussi qu'il faut normaliser la différence. Fait qu'il y a quelque chose de contradictoire. Puis c'est comme pas évident toujours de se repérer là-dedans. C'est comme, on dirait qu'on est en train de réinventer un nouvel humanisme, un peu pour rejoindre ce que Steve dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On dirait que l'humanisme a comme besoin d'être redéfini ou
redéfini en de façon éclatée, de plusieurs manières, mais en même temps, qu'est-ce qui nous lie, tu sais? Est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que... je sais pas. Je lance ça comme ça dans l'univers. Puis ma sous-question, j'aime ça avoir une sous-question, c'est, tantôt tu parlais de binarité, Martine, puis c'est un peu ça le nerf de la guerre, j'ai l'impression, de détruire la pensée binaire, tu sais. Puis moi, j'ai eu une grosse confrontation avec ma discipline, là, la philosophie, là, tu sais, existentielle, vraiment intensément, à cause que notre fondement disciplinaire est basé sur cette binarité-là. Ben oui, c'est clair. Je voulais savoir, toi, c'est quoi ta relation avec la philosophie occidentale? Comment tu la vois, là? En tout cas, ça m'aiderait, je pense, pour ma relation à moi. Ben, je sais pas, je sais pas, je suis comme pas assez intelligente pour répondre à ça, mais c'est sûr que la philosophie ou être une femme en philosophie, c'est pas évident. Non. D'emblée, c'est pas évident. T'sais, toutes mes félicitations d'avoir toffé la run, là. Je sais que s'il y a un lieu qui refoule les femmes, c'est la philosophie blanche occidentale. Ça, c'est assuré. Fait que, moi, dans mon travail, il y a comme je fais tout le temps appel à des philosophes. Mais pas comme vous, là. Je suis pas une experte de la philo. J'ai pas du tout cette maîtrise de la philo. J'ai longtemps lu Derrida. Il m'a appris plein de choses. J'ai en fait mes classes en tant que penseur en lisant ad nauseam Derrida, même quand je le comprenais pas. Puis j'ai continué à lire des petits de Derrida. J'imagine, moi, j'ai une grande fan de Didier Huberman. J'ai une grande fan de Agamben que je lis tout le temps, tout ce qui sort, parce qu'il est dans cette logique, dans cette complexité, ce désir aussi de déconstruire, de vraiment jouer contre le binarisme. Et pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui est important. Mais chez ces philosophes-là, ce qui m'intéresse, c'est pas tant... Moi, je suis pas une lectrice de philosophes féministes, à part Françoise Collin, peut-être que j'aime avec beaucoup d'amour, mais je suis pas une lectrice de théoriciennes féministes que je mets en application dans les textes. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le féminisme est déjà une grille d'analyse, les théories féministes disent déjà tout, les appliquer au texte, c'est comme du répéter. Fait que je le fais pas à mes étudiantes non plus. Je leur fais pas lire des théoriciennes féministes puis leur dire ben là maintenant lisez les textes puis dites-moi comment ça colle. T'sais, ben évidemment ça colle. Je veux dire c'est fait l'un pour l'autre. C'est des embranchements. Ce qui m'intéresse c'est quand ça résiste. Quand ça résiste là, je trouve qu'il y a quelque chose à aller développer. Et j'ai envie de prendre par exemple Didier Huberman. Quand je me servais de ses ouvrages, ce qui m'intéressait, c'était non seulement ce qu'il proposait comme manière de lire les images, par exemple. C'est le regard qu'il pose sur l'histoire des images, l'histoire de l'idée des images, mais c'est tout d'un coup comment il y a une figure féminine, comment au centre de son argument apparaît l'origine du monde. Cette femme nue, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourquoi c'est elle qui retient son attention? Et les philosophes ont souvent ces femmes, ces figures féminines, quelles qu'elles soient, que ce soit une image, un tableau, que ce soit une figure comme la Gradiva chez Freud, ils vont chercher, ils prennent appui, c'est-à-dire que ils échafaudent leur argumentation sur un élément féminin, mais sans se rendre compte que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Fait qu'il y a là une sorte de prédation du féminin dans la philosophie, ça m'intéresse. Mm-hmm. Ça, c'est comme un peu ce que Derrida faisait dans Éperon, quand il disait la figure de la femme chez Nietzsche, comment Nietzsche érige à partir de cette figure-là. Donc, ça m'intéresse. Ça, pour moi, c'est le geste féministe à avoir avec, je vais lire la philosophie, toute masculine, toute blanche, toute occidentale, pas de souci, mais je vais aller voir ce qu'elle refuse de voir. Je vais essayer de voir quel est son refoulé à cette philosophie-là. Toute petite suis-je, hein, parce que j'ai pas le bagage, j'ai pas je suis une dilettante. C'est pas je suis pas formée là-dedans. Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que j'ai la même crise existentielle là, que Jessica. Là, puis, ce que je me rends compte, c'est que moi, quand j'ai fait mon bac, ma maîtrise en philo, en fait, la première fois que j'ai lu quelque chose écrit par une femme, c'est au doctorat. Ouais. Un peu à la maîtrise, mais vraiment où le rapport au monde féminin, ou en tout cas de quelqu'un qui a ce regard-là, ce regard-là, je l'ai vraiment vu au doctorat, parce qu'au bac, jamais, j'ai fait mon bac en même temps que c'était, ce qui ne rajeunit personne, début des années 2000. Puis
je me rends compte que non seulement la philosophie que j'enseigne est extrêmement masculine, blanche, vieux bonhomme mort, mais ma façon d'appréhender la philosophie puis ma façon de l'enseigner aussi. Puis tous les billets que j'ai à cause de mes privilèges puis à cause de l'éducation philosophique que j'ai eue, j'essaie de les déconstruire dans mes cours. En tout cas, c'est mes projets pour les prochaines années, là, mais c'est immense. Puis c'est vrai que c'est pas facile. J'ai plein de questions, là, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Premièrement, sur le mot humaniste, de dire que le féminisme est un humanisme ou qu'il faudrait penser à un nouvel humanisme, moi, ça me gosse profondément parce que dans humanisme, il y a humain, ce qui met à l'écart la majorité du vivant, la majorité du vivant qui a une dignité, une sensibilité, qui mérite des droits, qui sont les animaux non humains. Fait que je ne pense pas qu'il faudrait trouver un nouvel humanisme ou que le féminisme ne devrait pas être un humanisme parce que l'humanisme est exclusif. Puis, pour moi, le féminisme se doit d'être intersectionnel. Puis, je ne suis pas en train là, de vouloir critiquer le mode d'alimentation de personnes. Ce n'est pas mon genre de véganisme non plus. Là. Mais je pense que mon action, en tout cas féministe, pour moi, commence par descendre mes privilèges puis essayer d'aider les personnes les plus discriminées. Puis pour moi, les personnes les plus discriminées, ceux qui souffrent le plus, c'est les animaux non humains. De la vache, le poisson, n'importe. Bon. Fait que je pense que de parler d'un humanisme est encore exclure toute une grande partie du vivant qui est là avec nous. Fait que c'est un terme, je comprends l'idée, mais c'est un terme que moi, bon, personnellement, j'aime pas. Puis je voulais revenir aussi sur toute l'idée, tu sais, de ressentir. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens ressentent dans leur corps la crise climatique? Parce qu'on le sait intellectuellement, on le ressent pas dans notre corps. Puis j'ai l'impression qu'une des façons de le ressentir dans notre corps, c'est cet amour viscéral-là qu'on a pour nos enfants, puis pour leur futur. Puis moi, je fais partie de ces gens-là qui n'ont jamais voulu d'enfants. Ça fait depuis que j'ai 6 ans que je sais que je veux pas d'enfants. J'aime beaucoup les enfants. Moi, j'en veux pas. Je veux absolument rien savoir. En fait, j'aimerais être un père, mais je veux pas être une mère. Si la société pouvait me voir, moi, comme un père, j'adopterais demain matin. Mais je veux pas être vue comme la mère. Tu sais. Puis c'est toute cette espèce de... Fait que je me demande comment est-ce qu'en tant que personne qui ne veut pas enfanter, puis c'est vrai que l'angoisse face à la crise climatique, je le sens rationnellement, mais pas, tu sais, j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir, très honnêtement. Parce que, tu sais, dans 30 ans, moi, je serai plus là, puis bon. Fait que, est-ce que cette prise de conscience corporelle-là de la crise climatique devrait nécessairement passer par la maternité, puis, ou la paternité, ou en fait, c'est être un parent? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que il y a de quoi d'important là qui me rend triste un peu, mais en même temps, tu sais, je veux pas non. C'est parce que j'ai comme l'impression que ça vient. C'est vraiment pas clair mon affaire, mais j'ai comme l'impression que si on dit, ben finalement, c'est le fait qu'on voit la future génération, notre future génération, nos enfants qui vont souffrir de ça, qui nous fait prendre conscience, mais est-ce qu'on ne vient pas dévaloriser un peu le choix des gens qui ne veulent pas d'enfants? Mais pour moi, c'est trop limité. Ça, moi, je pense pas que ça en passe pas par avoir ou non des enfants. Je pense que l'expérience qu'on a de tomber follement amoureuse de quelqu'un, en tant qu'adulte, en tant que... Cet amour-là, là, ce moment-là de l'amour qui est complètement démesuré, qui, à ce moment-là, on est prête à mourir pour quelqu'un. Ça c'est une expérience d'amour qui est l'amour qu'on a pour nos animaux domestiques. C'est ça aussi, c'est comme tout un... Ben, c'est ça, tu sais, pourquoi est-ce que cet amour-là n'est pas suffisant pour comprendre? Ben, en fait, ce qu'on ne sent pas dans notre corps, c'est qu'il y a des gens qui le sentent en ce moment, là. Il y a des gens qui sont en Inde en ce moment puis qui sont en train de mourir parce qu'il fait tellement chaud. Tout à fait. Puis ça, c'est la réalité. Les gens qui traversent les migrations ultra dangereuses et puis on retrouve les corps sur la plage. Je veux dire, c'est pour des questions climatiques maintenant que ça arrive aussi. C'est là. Excuse-moi, Martine, je sais. Mais je pense pas que ça en passe. Tu sais, je pense pas qu'il faille en passer par la maternité ou la paternité. Je pense qu'il y a d'autres formes d'amour qui sont tout aussi intenses. Et il faut, tu sais, quand je parle des animaux de compagnie, par exemple, je lisais, je pense que c'est Anna Tsing qui a écrit ça s'appelle la prolifération, puis elle
montre d'où on vient, en fait, le lien entre le capitalisme et l'esclavagisme, la canne à sucre, et puis bon, de fil en aiguille, comment, depuis la colonisation et la déportation forcée des de personnes qui seraient esclavagisées et donc qui sont noires, qui viennent d'Afrique, et comment ça a donné lieu à une lutte pour l'hygiène raciale et aussi l'hygiène dans le foyer, comment les foyers domestiques ont été créés, comment les femmes sont devenues les gardiennes de ce foyer, les gardiennes de l'hygiène, et comment dans ce foyer ont été accueillis des animaux de compagnie. Et que donc tout d'un coup, l'animal de compagnie est plus si innocent que ça. Il devient porteur de ce colonialisme, il devient comme en lien direct avec le colonialisme et l'esclavagisme. Tu sais, ce lien-là, pour moi, est extrêmement lumineux. Oui. Et donc, il faut revoir comment ça se fait qu'on est si ému par nos animaux de compagnie et pas par les gens qui sont en train de mourir de l'autre côté de la planète ou pas si loin, hein, d'ailleurs. Je veux dire, quand il fait chaud, les gens meurent à Saint-Michel. Je veux dire, oui, c'est ça. Fait qu'il y a un problème. En tant que je veux bien qu'on parle d'humanisme, mais là, on est vraiment, même si moi aussi, c'est un mot que j'aime pas, mais on est très, très loin de ça. Qu'on arrête de me brandir l'humanisme. Le féminisme est bien plus humaniste que l'humanisme par les temps qui courent. Puis, il y avait quelque chose dans Pompière et Pyromane que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu cites quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, mais qui fait le lien entre l'éco-anxiété puis finalement les gens qui seraient éco-anxieux. Ça serait en partie ou totalement, en fait, par peur de perdre des privilèges. Ben, il y a de ça, oui. Ça, c'est un des risques. Ben oui, absolument. Tout à fait. Parce que c'est ça. C'est ça qui on va vivre. On voit déjà, là, on voit des gens souffrir de la crise climatique, puis c'est ça qui nous attend. Puis ça fait peur, mais en même temps. Ouais. En tout cas, je trouve ça assez contradictoire. Je pense qu'il y a une différence. C'est quand on voit les jeunes d'aujourd'hui qui souffrent d'éco-anxiété, moi, je ne les rends pas eux responsables. C'est pas cette éco-anxiété-là. Mais à l'origine du mouvement écologiste, ou une des origines, c'est quand même ça. Je vais défendre mon territoire, puis je vais empêcher l'immigration parce qu'il faut protéger notre territoire, parce que la nature est limitée. Puis, fait que c'était suprémacisme blanc. Ce qui est le cas notamment contre l'écologie. Boris Johnson, je pense, en Grande-Bretagne ou au Royaume-Uni, qui est rendu dans ce discours-là aussi. Oui, mais la ligne est toujours très fine. Hein, c'est très, très facile de basculer, comme si on regarde, c'est évidemment le point Godwin, là, mais Hitler végétarien, c'est comme des trucs comme Heidegger a rejoint le parti nazi à la position environnementaliste du parti nazi, tu sais. Mais non, mais c'est ça. C'est souvent présenté comme une excuse pour les choix politiques d'Heidegger, ce qui me semble absolument ridicule. Puis, tu sais, je veux dire, il y a une montée dans les manifestations écologistes, il y a une montée de présence des nazis, en tout cas, les nazis écolos. Le fascisme écolo, oui. Écofascisme, oui. En tout cas, je pense que c'est complètement manqué la coche. Hein, je veux dire. J'ai trouvé ça vraiment fascinant, toute cette idée de. Justement, tu sais, puis c'est encore c'est justement là, j'exclus la génération de nos étudiants, tu sais, qui ont vraiment peur pour leur survie puis celle de leurs amis et tout, mais pour quelqu'un, tu sais, l'idée d'utiliser la crise climatique comme un prétexte pour défendre les privilèges que j'ai déjà, puis refuser de perdre les privilèges que j'ai déjà, c'est comme instrumentaliser finalement la crise climatique. J'ai perdu mon idée. Mais c'est finalement, tu sais, c'est de là que vient aussi la crise climatique. C'est instrumentaliser des idées, s'arranger pour ne pas perdre mes privilèges, s'arranger pour, tu sais. Fait que c'est quand même assez paradoxal, puis c'est surprenant que les gens ne voient pas à travers ce jeu-là, quand même. Mais bon, voilà. Y avait-tu d'autres questions, remarques? Maxime, d'habitude, tu parles tout le temps. La raison est, chère Julie, que d'une part, je suis loin d'être spécialiste en écologie, pas beaucoup, et d'autre part, je suis loin d'être spécialiste en féminisme. Donc, je venais ici plus par intérêt. Le seul livre féministe, je pense, que j'ai lu, c'est... En fait, il y en a deux. Il y a Mme Butler, puis il y a M. Mill, qu'on a lu il n'y a pas longtemps pour la journée de la semaine prochaine. Mais c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Fait que, Butler, c'est pas de madame. C'est quelqu'un de non. Bon, excusez-moi. Je viens de le découvrir moi aussi. J'appelais elle d'habitude dans mes cours, puis là, je me suis rendu compte que non. Je faisais une erreur. Ben d'abord, j'ai une autre question.
à moins que quelqu'un d'autre en ait. François, t'en as. Juste pour rajouter un peu de gaz dans notre constat, j'ai attrapé tout récemment une conférence sur Internet qui parlait d'un problème concernant le climat qu'on sous-estime pour l'instant, c'est l'impact du réchauffement climatique actuel sur le cycle de l'eau. Puis, moi, je suis vraiment ce dossier-là depuis 25 ans, puis je dois confesser que j'ai sous-estimé ce détail-là. Sous-estimé le fait que ce qu'on a vu à Vancouver l'été passé, là, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui commence, mais c'est pas quelque chose c'est pas un événement isolé. C'est quelque chose qui commence. Parce que l'eau, la planète ne gérera pas l'eau de la même manière. La planète, quand il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation, donc il y a des endroits qui vont devenir plus secs, puis il y a plus d'humidité qui est retenue dans l'air. Puis l'humidité dans l'air, c'est pas anodin, parce que notre corps, quand il fait plus que 35 degrés, 36 degrés, là, notre corps, pour refroidir, il expulse de l'eau à la surface de notre peau, puis c'est comme ça qu'on tient notre corps froid. Ça fait que s'il fait plus que 35 degrés, puis qu'on est dans une place à 100% d'humidité, on meurt en 3 heures. Puis, ce qui arrive en ce moment avec les changements climatiques, c'est que ce genre d'événements-là arrive sur des territoires super vastes. Fait que tu arrives à des places, il y a un troupeau d'antilopes sont tout mortes parce qu'il a fait plus que 35 degrés avec 100% d'humidité. Maintenant, ça commence à arriver dans des endroits habités, ce genre d'événements-là. Fait que ça impose un tournant rapide, brusque, là, pour qu'on fasse de l'ombre et qu'on plante des arbres en masse, parce qu'on s'est aperçu que dans les endroits humides, les précipitations arrivent plus vite quand il y a une forêt au sol. Tu sais, les arbres expulsent des éléments qui font que la condensation se fait et que ça tombe vite. Fait que, tu sais, il y a comme un tournant ultra rapide qu'il faudrait qu'on prenne en ce moment là, pour reboiser toutes les places où on vit pour se donner une chance de ne pas être tué de même. Tu sais. J'ai l'impression en ce moment que l'urgence qui nous rattrape en ce moment là, est tellement rapide que il faudrait qu'on ait comme une espèce de plan de match collectif pour se garrocher dans cette direction-là. J'arrive pas à voir comment on... Vous autres, c'est quoi votre vision de cette urgence-là, puis comment on peut accélérer, tous genres confondus, tous âges confondus, toutes conditions confondues. Comment on peut accélérer ça? Tu sais, quand je vois les maires au front, je trouve qu'ils prennent une part du flambeau pour qu'on se réveille en tant que maman. Moi, je voudrais partir faire juste en arrière, puis soutenir le même propos. Puis j'ai fondé Reboiseurs du Monde il y a une couple d'années dans cet esprit-là. Puis là, on va avoir une forêt noviciate autour du collège d'Invite après des années d'espérance. J'ai l'impression qu'on est face à une urgence. Puis, tu vois, je demandais à Fred Savard s'il pensait que l'humour pouvait être utilisé dans ce contexte-là. Puis il me disait non, ça ne marchera pas. Imagine, si Fred Savard me dit qu'on ne peut pas utiliser l'humour, je suis déprimé. Fait que, pensez-vous, avez-vous de l'espoir? Et si vous en avez, pourriez-vous m'en donner une pelure? Jessica. Ah, ben, vas-y, Martine. Non. Jessica? Ben, je vais laisser Martine répondre, mais j'aimerais ça aussi répondre à ta question. En tout cas, tenter une réponse, parce que je ne sais pas non plus. Ben non, mais vas-y, parce que moi, j'avais pas de réponse, je pense. Ben, je vais pleurer. Non, mais je réfléchis beaucoup à ça. Puis, moi, j'ai une image forte dans ma tête. C'est super personnel ce que je livre, surtout que je ne connais pas beaucoup Maxime et Charles, mais bon, ni Martine d'ailleurs. Mais moi, j'ai une image très forte et c'est le moment où j'ai accouché, excusez-moi, là, pour. Puis je me rappelle d'avoir sorti ma fille, puis d'avoir comme eu un espèce de poids de responsabilité qui m'est comme tombé, là, ses épaules. Je me disais, OK, là, il n'y a plus juste moi que je suis responsable dans la vie, mais je suis responsable aussi de cet être-là. Puis on dirait que ma conscience écologique est un peu née aussi. Je ne veux pas faire de dire que la maternité, c'est l'absolu, là. En fait, je veux
aussi défaire ça. Je pense que c'est une pluralité de solutions, une pluralité de vécus, de récits. Il faut arrêter de hiérarchiser les solutions, je pense. Les solutions, elles sont bonnes, elles sont belles. Il faut arrêter de voir une perspective supérieure à une autre. C'est ça qui m'horripile au plus haut point. Puis je l'ai pris en note, la critique sur le terme humaniste, parce que franchement, je me dis, il faut collectivement qu'on se trouve des moyens de se relier dans nos perspectives, mais c'est ça qui est difficile en respectant ça. Tu sais, ça, c'est... Puis l'amour, je pense que c'est porteur vraiment comme élément solutionnaire, l'amour et l'espoir, parce que s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie, tu sais. Mais oui, c'est vrai que moi, je trouve que la formule est belle dans le livre, justement, Pompière et Pyromade. C'est comme, oui, désespoir, mais l'espoir, il faut que ça soit plus fort, tu sais, à quelque part, où ça fait partie de... Tu sais, on vit plein de deuil, mais à travers tout ça, il faut trouver des ondes de lumière puis se pitcher là-dedans, tu sais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé là-dessus. C'est ce que j'avais à dire. C'est tout. Il y a quelque chose, l'automne passé, j'ai vraiment eu de la chance là, au cégep de Jonquière, on a lancé un club d'astrophotographie. Moi, la photographie, finalement, je me suis rendu compte que je comprenais rien là-dedans, mais l'astro, j'aime ça. Puis, on a parlé d'un enjeu écologique, là, vraiment un gros enjeu écologique qu'on oublie constamment, c'est la pollution lumineuse. Puis la pollution lumineuse a des effets sur nos corps, sur la faune, sur la flore, mais tu sais, sur le fait qu'on ne voit plus le ciel étoilé au-dessus de nous, pour reprendre l'expression de Kant. Tu sais. Puis, on a eu un conférencier qui est un physicien, enfin bref, qui s'intéresse aussi à l'observation et tout. Puis il dit, ben finalement, tu sais, la philosophie, les sciences, c'est né de quoi? C'est né de l'observation du ciel. Puis, cette observation-là nous fait nous rendre compte, de notre place dans l'univers, de notre importance, ou pas d'importance, mais surtout de notre fragilité. Tu sais, parce que quand tu vois l'infini, quand tu vois, si quelqu'un a eu la chance de voir un ciel étoilé avec aucune pollution lumineuse, moi j'en ai vu une fois dans ma vie, puis c'est l'expérience la plus humbilisante, c'est un mot? Humbling, ouais. Humbling, c'est ça en anglais, là, tu sais, qui peut... Humiliante. Ben, ouais, humiliante, mais dans un sens vraiment positif, inspirant, tu sais. Puis, c'est un combat, en fait, écologiste qui peut mener, qu'on parle peu, et surtout, quand on en parle, c'est constamment ridiculisé parce que c'est rien que de la lumière, mais c'est pas rien que ça, c'est toute notre place dans l'univers qu'on voit avec ça, puis, tu sais, ça, je trouve ça intéressant parce que ça vient aussi avec tout réimaginer les rapports qu'on a avec les autres, prendre conscience de notre vulnérabilité, de notre interrelation. Puis, ben, je veux dire, je vois pas comment tu peux être méchant en regardant un ciel étoilé. Je comprends pas comment tu peux avoir un sentiment de te prendre au-dessus d'un autre vivant en regardant un ciel étoilé. C'est justement ça, c'est humbling, c'est humiliant. Ben, ça te remet à ta place, je pense, mais dans un bon côté. Fait que, tu sais, je pense que cette idée-là de contemplation, du monde dans lequel on est, puis l'univers en tant que tel, ça peut passer par là. Puis on revient avec la science-fiction aussi, puis les utopies de science-fiction. Puis, fait que, tu sais, je pense qu'il y a quand même de quoi faire avec ça. Puis j'ai une autre question qui nous sort un petit peu, enfin, de la question écologiste, puis de la crise climatique, mais qui concerne quand même le corps, puis habiter son corps et tout. Puis, bon, le temps avance, là, au pire, pour finir avec ça, à moins que les gens aient d'autres questions. Mais dans Pompière et Pyromane, il y a, ben c'est ça, tout le côté de l'espoir, tu sais, les pyromanes qui allument les bons feux, les pompières qui vont, bon, enfin bref, mais c'est toujours beaucoup dans l'action politique, tu sais. Puis une action politique qui se fait sur la place publique. Puis Martine, je sais que tu travailles, parce que je suis avec Anne-Martine Parent qui travaille sur cette recherche-là aussi, là, ce projet de recherche-là, surtout les corps, tu sais, women of pain, les femmes qui ont mal, les corps qui sont non conformes, qui sont cloués au lit. Comment est-ce que ces corps dits ou identifiés comme non valides, là, puis là, je mets vraiment des gros guillemets autour de non valides, comment est-ce qu'on peut conjuguer cette action politique-là? Parce que c'est les personnes dont le corps est vulnérable, qui souffrent déjà, pensons aux personnes âgées, mais qui souffrent le plus de la crise climatique, qui vont souffrir le plus de la crise climatique. Est-ce que l'action politique dans la lutte au changement climatique, mais les luttes anticapitalistes, n'importe, passe nécessairement par, comme disait Hannah Arendt, là,
prise dans la place publique? Est-ce que quelqu'un qui est cloué au lit peut, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai la maladie de Crohn, il y a des fois, je ne peux pas sortir de chez nous. Comment est-ce que je peux résister à ma façon? Je ne sais pas si... Ben, j'ai pas de réponse claire, mais peut-être qu'il faut commencer par se demander c'est quoi une place publique? C'est quoi la place publique? On est, le motto des féministes, c'est le personnel et politique. On divise, on sépare, et puis évidemment, Arendt est une d'elles, mais le privé et le public. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que le privé n'est pas public? C'est ça. Est-ce qu'il faut, en fait, faire une autre comme tournade, là, un autre tourbillon, leur virer encore une fois? Dieu sait qu'on s'est battu pour que l'État sorte de nos chambres à coucher, comme on dit pour le Canada. Les féministes ont voulu qu'on comprenne ce qui se passe dans la maison, dans le lit, dans la demeure. Ça concerne l'espace public. Mais Virginia Woolf nous a bien fait comprendre qu'il fallait une chambre à soi. Et pour avoir une chambre à soi, il faut avoir de l'argent, puis c'est ce qui nous permet d'avoir de l'éducation, puis bon, tout ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut aussi arriver à penser que ce qui se passe dans la demeure, jusque dans le lit, donc jusque à l'intérieur du corps, concerne le public. C'est un espace public. Oui. Et donc, cette personne qui est alitée, parce que moi aussi, je peux passer des semaines alitée. Bon Dieu merci, on m'a touché du bois, c'est pas arrivé dans la dernière année, mais ça m'est arrivé d'être 6 semaines alitée non-stop. Et ben voilà, c'est comment je fais avec mon iPad. Est-ce que je compte? Est-ce que je continue à être un corps qui compte parce que je suis alitée? Est-ce que ma parole compte en termes politiques? Parce que je suis alitée. Il y a une des auteurs qu'on étudie qui dit, si je lève mon poing en appui aux marches de Black Lives Matter, mais que je suis dans mon lit parce que je peux pas bouger, parce que je suis trop endolorie, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça signifie? Ben oui, ça signifie quelque chose quand même. C'est qui donc? Je viens de C'est lire. Johanna Edva. Edva, c'est ça, ouais, je viens de lire son texte. Sick Woman Theory. C'est justement, puis dans son texte de Sick Woman Theory, Johanna Edva, c'est ça, c'est qu'elle va quand même critiquer cette séparation-là qu'Hannah Arendt fait entre la place publique et la place privée. C'est qu'elle dit, bon, il ne faut pas que ça se touche, alors que finalement, ben, c'est fusionné. Là. Ben, surtout que, historiquement, les femmes ont été exclues de la cité. Je veux dire, on a été exclues de la police. Chez les Grecs, les femmes n'avaient pas le droit de parler. C'est pas compliqué. La parole publique était une parole masculine. Ouais. Bon, ben, on vient de loin, là. Fait que si maintenant, quand on souffre, et puis bon, on s'intéresse aux femmes parce que la population féminine souffre de manière majoritaire, par opposition aux hommes, de douleurs chroniques, mais qui plus est de douleurs qui ne sont pas reconnues comme chroniques et qui ne sont pas bien traitées. Si on commence à parler d'endométriose aujourd'hui, les femmes souffrent d'endométriose depuis très, très longtemps et on commence tout juste à reconnaître à quel point c'est débilitant, à quel point c'est handicapant. Donc, ces douleurs-là dont les femmes souffrent, souvent elles sont moquées, elles sont ramenées à une sorte d'hystérie. Les médecins ont encore aujourd'hui tendance à leur dire « c'est tout dans ta tête, ma fille, va voir un psy », alors qu'il y a un corps et puis il y a un corps qui souffre. Donc, il faut prendre ça, il faut vraiment le prendre en compte et puis considérer que si on ne reconnaît pas l'importance politique de ces corps-là, on est encore une fois en train de reconduire les femmes dans l'espace privé et donc de les priver d'une voix publique, d'un droit à la parole. Fait qu'il faut tout, ressecouer, là. Sinon, on n'y arrive pas. Ouais. Puis justement, la question de la souffrance, même le corps souffrant est genré dans le sens où j'ai lu un livre, là, il disait que les médecins, quand ils apprennent c'est quoi les symptômes d'une crise cardiaque, ils apprennent les symptômes essentiellement masculins. Masculin, ben oui. Une femme qui fait une crise cardiaque, elle n'aura pas un côté paralysé, ça va être des symptômes très différents. Si c'est une femme médecin qui l'accueille à l'hôpital, il y a plus de chances qu'elle soit traitée. Oui, il y a même des statistiques qui montrent que si une femme est opérée par un chirurgien femme, elle a beaucoup moins de risques d'avoir des effets secondaires, des souffrances plus longues après, voire des erreurs médicales. C'est quelque chose, là. C'est qu'il n'y a pas de neutralité, il y a un biais. Le biais, il faut le reconnaître d'emblée. Il n'y a pas de neutralité médicale. Non, c'est pas vrai que... Il n'y a pas de neutralité en général. Et quand on dit « nous sommes tous humains » ou « moi, je ne vois pas les races », ben, c'est une fausse neutralité. C'est que toi, tu as l'occasion de ne pas voir les races, ou de ne pas voir le genre ou le sexe ou le genre. En fait, de le nier. C'est ça. C'est de le nier, Alors que quelqu'un qui va vivre du racisme ou du sexisme ou de l'homophobie, ben, il les voit. Fait que cette espèce de fausse neutralité-là qui... C'est ça, qui vient aussi un peu dans toute l'idée d'humanisme, en tout cas, qu'il faut déconstruire, selon moi. Là. Fait que, voilà. Mais ouais, c'est super intéressant, justement. Je pensais à Edva là, avec son Sick Woman Theory. J'ai lu l'article, je sais pas, elle a sorti un livre récemment?
Je sais pas. Ou elle a un Je blog. me souviens plus. C'est Mais elle a un blog, oui. Oui, elle a un blog, c'est vraiment intéressant. Mais elles sont nombreuses dans les dernières années, surtout dans le milieu anglo-saxon. Il y a énormément de témoignages de femmes souffrant de douleurs chroniques. Oui, puis la philosophie de la douleur avec toute l'idée d'éthique du care, philo de la douleur, c'est de plus en plus recherché. Malheureusement, ben, c'est ça, c'est tout le temps publié en anglais. Fait que pour les profs de cégep, ben, on parle anglais, mais pas nos étudiants, ou pas beaucoup. Fait que ça, c'est encore un problème qu'on a. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Il est 3 heures. Oui, Steve. Moi, c'est juste pour ajouter un petit peu, tantôt, par rapport à l'humanisme, il y a dans le livre Voir son steak comme un animal mort, l'auteur, justement, fait un humanisme très inclusif qui élargit même aux animaux. Oui. Mais dans ce cas-là, je pourrais citer Star Trek 6, La Terre inconnue. Tu sais, dans Star Trek 6, La Terre inconnue, ben, Captain Kirk, il dit aux Klingons, ben, on est tous humains. Puis là, la Klingon autour de la Terre, ben, dit, ben, moi, je trouve ça offensif. Tu sais. On n'est pas humains. Nous, on est des Klingons. Tu sais. Fait que, tu sais, ça revient encore à dire, ben, quand je dis l'être humain, l'homme, je parle aussi des femmes. Il faut déconstruire ce langage-là. C'est comme... c'est pas mes chats, c'est les chats avec qui je cohabite. Fait en reformulant, ben, je viens changer un peu la réalité ou mon rapport puis le rapport des autres avec la réalité. Enfin bref, là, je suis dans... Mais même entre humains. Oui. C'est le rapport parental, c'est ça aussi. Oui. Est-ce que c'est ma fille? Oui. Oui. Elle ne m'appartient pas. C'est pas ma fille, c'est l'enfant. Oui, je l'ai fabriquée parce que, bon, j'ai fait cette expérience corporelle-là, je l'ai fabriquée, mais je vis avec elle. Je l'aide à grandir ou je participe de façon... Mais juste même dire « j'élève mon enfant ». Dans le monde des tatouages, j'avais pris ça à partie. C'est quoi ça? Élever son enfant comme s'il était bas puis qu'il fallait le monter. Je sais pas, mais le plus souvent, c'est elle qui m'élève. C'est elle qui me force à monter. Intéressant. Jessica? Ah, mais c'est encore sur des éléments de langage, de concept. Je trouve ça intéressant. Là. Oui, je suis d'accord avec toi, Martine. Les enfants, ils nous appartiennent pas. Hein, c'est une de mes amies qui dit les enfants nous sont prêtés. Je trouve ça beau aussi comme figure. Là. L'autre affaire sur l'humanisme. Hey! Colin. L'autre affaire sur l'humanisme, j'ai lu récemment justement Malcolm Ferdinand qui dit je ne veux pas en finir parce qu'il critique beaucoup l'humanisme occidental, justement, issu de la modernité. Puis il dit c'est pas que je veux pas, je suis contre le lien, mais il faut en finir avec l'humanisme sordidement raciste ou sordidement sexiste. Oui. Fait que c'est de se trouver un nouveau mot ou un nouveau, en tout cas, moi j'aime bien le mot reliant, ce qui nous lie, mais tu sais, je sais pas, le vivant, moi, je suis d'accord avec toi, Julie, tu sais, il faut aussi intégrer les noms humains dans cette reliance-là, tu sais, fait que, puis reliance, ça me fait penser à Morin, mais tu sais, Morin, il n'est pas parfait non plus, tu sais, fait que c'est d'essayer de trouver, en tout cas, ça, je trouve ça bien intéressant, tenter de réfléchir ensemble. Les discussions sur la philo du langage, moi, je trouve ça toujours intéressant. Oui, en tout cas, si vous avez un mot en tête, envoyez-moi-le, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Moi, une autre chose qui m'intéressait, c'était en fait une liste de suggestions, Martine, que tu pourrais me faire de films, de lectures, parce que je vais t'avouer que, en fait, moi, mon point de départ du féminisme, ça a été par ton livre Filles en série, en fait, que j'ai lu quand il est sorti il y a 6 ans. Puis après ça, tu sais, je me suis lancé dans une myriade de lectures féministes. Puis reste que, quand même, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu vas quand même emprunter à la culture populaire, notamment le film Thelma et Louise, justement, tu sais, comment ça a été marqué dans ton parcours. Et puis, ouais. Et puis en fait, c'est ça, c'est... parce que peut-être, bon, on parle beaucoup des fois de littérature, mais cinéma, tu sais, je veux dire, en tout cas, dans mon cas, pour moi, c'est quand même le cinéma qui m'a beaucoup éduqué. Tu sais, j'ai regardé beaucoup plus de films dans ma jeunesse que j'ai lu de livres. Et, tu sais, ça a été quand même des figures quand même importantes des années 80-90 qui ont forgé, tu sais, l'identité masculine que, tu sais, par la suite, justement, j'ai redéconstruite. Mais, tu sais, je veux dire, ça a été, moi, ça a été quand même très... les films de Arnold Schwarzenegger, Terminator, de Sylvester Stallone, je veux dire, j'ai été percé avec ça. Et puis, je veux dire, bon, là, je veux dire,
C'est ça, là, j'ai envie c'est ça, d'explorer peut-être un pan de la culture cinématographique qui m'aurait passé à côté. Et puis, c'est ça, je serais curieux de t'entendre un peu là-dessus. Quel film t'a formé et puis qu'est-ce que tu aurais à me suggérer? Ben, moi, je suis vraiment pas bonne pour les listes à chaud, là, comme ça. J'ai pas une mémoire qui fonctionne comme ça. Mais dans Thelma, Louise et moi, ben, clairement, Thelma et Louise, ça a été un film majeur, mais qui est arrivé. Bon, moi, je suis une fille de la télé quand même. J'ai grandi avec le vieux poste télé. Et on regardait j'ai grandi dans un petit village franco-ontarien. Puis quand je rentrais de l'école, c'était les Charlie's Angels, Wonder Woman, La femme bionique. C'est ça qui m'a formée. C'est sûr que cet imaginaire-là de femmes, des super-héroïnes, ça m'a complètement habité encore aujourd'hui. C'est des trucs qui me reviennent. Fait que je suis fabriquée de ça. Après, jeune adulte, quand j'ai vu ce film, ça a été Thelma et Louise, ça a été une sorte de révélation encore là désespérante. Hein. J'ai pleuré ma vie dans le cinéma en me disant, mais voyons donc, c'est ça qui m'attend. C'est ça qui m'attend. De devenir féministe, puis mourir. C'est comme, il n'y avait pas d'espoir. Et j'ai écrit Thelma, Louise et moi pour essayer de trouver une manière de penser, de parler de violence sexuelle, mais il n'y a pas que Thelma et Louise dans ce livre-là, il y a une panoplie de films, justement. Tous les films qui ont participé à une sorte d'éducation à la fois sentimentale, politique, cinématographique. Fait qu'il y en a une liste là-dedans, c'est juste qu'il faut ils sont filés à travers le livre, là, mais tous les films sur The Rape and Revenge des années 80-90, moi, ça a été formateur. Il y a des films des années 90 que je revois encore aujourd'hui, puis je pense qu'on oublie, on ne mesure pas à quel point ils étaient radicaux. Il y a une radicalité, malgré le backlash, hein, ou à travers le backlash, une radicalité féministe vraiment impressionnante. Et après, moi, je ferais le saut comme... Aujourd'hui, moi, ce qui m'influence le plus ou ce qui me marque le plus, c'est les téléséries. Et là, il y a des bijoux de téléséries. Il y a des choses qui se font, qui se déploient sous la forme de téléséries c'est incontournable. Et je pense que là, il y a vraiment tout un corpus à explorer. Mais si tu voulais une liste, là, le plus que j'ai d'une liste, c'est dans Thelma, Louise et moi. Puis après, il faudrait que je me penche puis que je réfléchisse. Mais c'est sûr que le cinéma au féminin, c'est important. Mais ce qui donne lieu à l'écriture des livres que j'écris, le Boys Club, je l'ai écrit, entre autres, parce que je suis une grande amatrice de tout ce qui est séries policières, Law and Order, des trucs de merde, là. Mais vraiment. Mais en même temps que j'aime parce que Law and Order Special Victims Unit, c'est toute une école sur comment on dénonce, comment on peut poursuivre, quel est le rôle du procureur. Bon, c'est aux États-Unis, mais ça a été toute une école, puis ça fait 23 ans que ça dure, là. Une école pour les femmes américaines, nord-américaines en général, sur la manière de reconnaître ce qu'est une violence sexuelle, comment on peut en parler, comment on peut être accompagné. C'est énorme. Fait que ce genre de série-là, moi, ça m'habite entièrement. Mais je suis aussi une grande consommatrice de ce que j'appelle les films pow-pow, là. Tous ces films vraiment merdiques d'hommes qui s'entretuent pour sauver un président, parce qu'il y a une attaque terroriste. Bon, il y en a beaucoup, hein. Je veux dire, Liam Neeson à lui seul en a fait je sais pas combien de dizaines. Mais ces films-là que j'écoute, que je regarde, évidemment pas pour leur qualité cinématographique, c'est des chorégraphies du corps. Ils mettent en scène des chorégraphies corporelles qui me permettent de réfléchir à la place qu'on donne au corps humain dans notre société. C'est ça qui m'a permis de penser Les filles en série puis le Boys Club. C'est de voir les filles en série comme des filles toutes alignées, toutes pareilles, les unes à côté des autres ou les unes devant les autres. Ben, c'est mises en scène à l'infini de ballerines, de chorus girls, de mannequin mode. Je veux dire, c'est toutes ces représentations-là qu'on voit dans la vie, qu'on voit sur les panneaux de publicité, mais qu'on voit aussi dans les films. C'est énorme dans notre imaginaire. Et les hommes autour d'une table de salle de conférence ou autour d'un ballon de football ou autour d'un sergent sur un terrain en guerre ou autour de la Oval Office dans la Maison-Blanche, ça, c'est le Boys Club. Mes livres naissent parce que je consomme ces produits-là qui sont des produits du grand public. C'est notre grammaire culturelle. C'est nos pantoufles culturelles. Tout le monde connaît ces affaires-là. Qu'on les a vus beaucoup ou pas beaucoup, on sait à quoi on fait référence. Oui. Donc, c'est comme des shortcuts, c'est des raccourcis. C'est ça que je dirais, c'est de l'idéologie, tout simplement. Ben oui, absolument. Mais Steve, tu t'écouteras Jessica Jones sur Netflix.
Grand coup de cœur. Ben voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis vraiment contente. C'est une belle discussion. Puis, c'est pas moi qui organise la semaine, asynchrone de la 2022. Fait que je vais laisser la parole à Steve, qui est, je crois, l'organisateur. Si je me trompe, voilà, Steve. Oui, ben, merci de votre participation. Et puis, bon, je ne sais pas quoi dire de plus que merci. Comme au début, c'est un peu un cadeau qu'on se donne à nous-mêmes de prendre ce temps-là pour discuter. Puis, c'est vraiment une période à la fin de l'année que j'apprécie. Puis, je prends le mérite, mais aussi François là-dedans dans cette organisation-là. Et puis, bon, ce n'est que partie remise. Il y aura d'autres éditions. Et puis, on Ben dirait oui. tous et toutes cordialement à venir discuter. On a eu Hugo Séguin d'ailleurs vendredi pour. Écoute, on pensait qu'on allait parler d'environnement avec Hugo Séguin. Finalement, ça a été au cœur, pour vrai, de toutes les conversations. Je capote un peu. J'espère qu'il va rester quelque chose à dire pour le pauvre garçon. Il y a toujours quelque chose à dire. Faire semblant qu'on Ben, merci à vous. Merci C'est super beaucoup. que vous fassiez ça. Ouais. Puis peut-être à la prochaine en vrai. On ne sait jamais. On l'espère. Oui. La place à Alma pour dormir gratis. N'hésitez pas à descendre. C'est vrai, vous avez un Parfait. hôtel. C'est ça. Oui. Ben, je ne connais pas Alma, je ne suis jamais allée. Un jour. C'est joli. Merci beaucoup. Bye, bonne journée. Bye bye. Ouais, merci. Bye bye. Bye bye.